Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 2 février 2026. Nous sommes au lendemain de Strasbourg PSG, affiche de la 20e journée que les Parisiens ont remporté sur le score de 2 buts à 1. Ce sera le... Alors, je ne sais pas encore si ce sera le thème unique ou le thème principal, mais en tout cas, thème principal c'est sûr, thème unique on verra. On est quatre pour débriefer ce match d'hier soir. Mathieu est de retour. Il a vécu une pénible expérience en Grande-Bretagne, mais il est de retour. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Vous pouvez voyager en Grande-Bretagne actuellement sans crème solaire. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Il a pu le constater. Voilà. Normalement, Daryl est de retour aussi. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Et on nous dit, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu autant autour du micro. Oui, mais heureusement, Blaise était avec moi la semaine dernière. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà, on est très content d'être quatre. Évidemment, PSG Newcastle, ça les attirait pas, hein. Non, je sais pas. C'était le hasard de nos vies professionnelles qui a fait que. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de vous retrouver. Merci à Xargat pour le sub à l'instant qui me dit le tsar pour toujours. Le tsar de Krasnodar a possiblement réglé le débat pour l'instant, donc on va en reparler. On va attaquer tout de suite sur ce Strasbourg PSG. On me dit une prime d'assiduité pour Blaise Matuidi. Écoutez, Blaise porte ce prénom peut-être pour l'endurance légendaire du fameux Blaise Matuidi, je ne sais pas. Voilà. On me dit, mon ami fan de Tottenham te passe le bonjour. Bah écoute, je suis ravi d'apprendre qu'il est encore en vie en 2026 vu la saison que lui fait subir les Spurs. Et moyen du courage à lui. La quatrième meilleure équipe d'Europe, quand même. La quatrième meilleure équipe d'Europe. À moins que ce ne soit le calendrier, je ne sais pas. Après, attention, on dit ça, mais hier après-midi, autour de 17h, heure locale, je pense que Pep Guardiola était persuadé que Tottenham était la quatrième meilleure équipe d'Europe, vu comment il pilonnait son équipe en déconfiture. Mais c'est un autre débat. On attaque sur ce Strasbourg PSG, donc je vous redonne les buteurs, évidemment. Ouverture du score de Monsieur Mayoulou à la 24e minute. En fait, j'ai pas encore rempli la base de données, donc il faut que je cherche la minute du but. Et de mémoire, c'était effectivement la 24e. Ou 21e, pardon. 22e, voilà, j'étais entre les deux. Égalisation de Guéladoué, frère 2, évidemment, à la 27e sur une passe décisive de Chilwell. Et le but de la victoire est signé Nuno Mendes à la 81e sur une passe décisive superbe de Warren Zaïre-Emery. Voilà, 3 buts seulement, un penalty arrêté qui vaut peut-être comme un but qui a été arrêté à la 21e par Safonov. Est-ce que Daryl veut faire le pouls du match ou je le fais rapidos Oui, Daryl, tu choisis. Allez, pour le retour, je vais le faire. Vas-y. C'était donc un match à l'extérieur qui s'annonçait compliqué sur le papier face à Strasbourg. On se rappelle du match aller au parc où on avait été mené à un moment 3-1. L'an dernier, c'est aussi une des deux seules équipes qui nous a battus en Ligue 1. Donc voilà, c'était clairement un match que je qualifierais même pas de piège parce que sur le papier, on savait pertinemment que ça allait être difficile. Et effectivement, ça l'a été. On a fait face à une équipe qui possède une immense densité physique. On l'a bien vu. Aidé en plus par une certaine permissivité de l'arbitre, mais bon, ça, c'est, on va dire, plutôt habituel. Et voilà, on a une prestation dans la lignée un peu des matchs qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire pas spécialement convaincant, avec malgré tout de bonnes choses, mais une vraie difficulté à être constant sur 90 minutes. Et là, de nouveau, ça a de nouveau été le cas avec une première mi-temps vraiment plutôt difficile. Alors, le tout début de match est plutôt pas mal, mais malheureusement, on a manqué de justesse et de présence dans la surface, qui sont un petit peu les mots actuels. Et donc, on n'a pas su marquer. Derrière, Strasbourg est un peu plus rentré dans la rencontre. Ça commence, je pense que à partir du moment où il y a cette action là avec Diego Moreira, où le ballon va sortir et puis il la sauve et la récupère. Voilà. À partir de ce moment-là, en fait, Strasbourg et je trouve que c'est un petit peu le marqueur, je dirais pas forcément le tournant, mais en tout cas vraiment le moment où Strasbourg se met à vraiment nous poser encore plus de problèmes, en tout cas sur le plan offensif. Derrière il y a ce penalty qui arrive un petit peu par malchance.
Et là, le Tsar a fait son entrée et a de nouveau stoppé les pénaltys, ce qui fait quand même 5 en quelques matchs, parce qu'il y a cette période d'absence là. Non, mais Donc voilà. 57 matchs cette saison, quoi. Ça, c'est un truc de Oui. malade. C'est un truc de fou, quoi. Il n'y a pas un gardien qui en a Ah, arrêté autant que c'est... lui en Europe. Hein. ah non, non, non. Et C'est... en seulement 7 matchs, hein, non, c'est complètement hallucinant. Mais bon, voilà, quand on lit d'ailleurs son interview, on comprend, ça fait un peu sourire quand on repense aux gens qui nous expliquent que les pénaltys ou les tirs au but sont de la loterie. Quand on voit Ouais, que, toute la réflexion que Safonov a derrière, bon, voilà, c'est pas forcément si étonnant qu'il ait des stats aussi exceptionnelles, même si là, bon, il y a quand même forcément une part de chance. Mais bon, bref, pour revenir sur le match, donc il y a ce penalty qui est fort heureusement arrêté. Et puis bah, dans la foulée, grâce à notre pressing qui est quand même voilà, une constante de notre jeu qui a été un peu moyen par moment cette saison, mais qui est quand même malgré tout toujours présent. Grâce à ça, on marque un petit but grâce à bah, avec un petit peu de réussite, mais voilà, ça vient récompenser. Ça vient récompenser cette belle pression mise par Barcola. Malheureusement, ça tient pas. Derrière ça, il y a l'égalisation. Et puis, bon, la première période se termine un peu dans voilà, avec deux équipes qui se, je dirais pas forcément qui se rendent coup pour coup, mais en tout cas un PSG qui clairement est un peu dans le dur. Puis la deuxième mi-temps, donc il y a le changement avec l'entrée de Doué qui améliore un petit peu les choses, mais je trouve que c'est vraiment à l'heure de jeu en fait qu'on commence vraiment à prendre la mesure de Strasbourg et où on concède plus rien. Je crois qu'il n'y a pas de tir strasbourgeois entre la 52e et la fin de match où ils poussent pour revenir après du coup le but du 2-1. Donc, voilà, donc le but du 2-1 qui vient grâce à aussi l'apport des entrants. ouais. Donc voilà, une deuxième mi-temps bien meilleure, j'ai trouvé, en tout cas, où on a bien plus été en mesure d'occuper le terrain, d'occuper la moitié de terrain de Strasbourg plutôt haut, là où en première, malgré la possession, il y avait pas grand-chose, il y avait pas de situation, les situations habituelles un peu de handball, là où on tourne autour de la surface, alors qu'on voyait bien que dès qu'on arrivait un petit peu à mettre des bons ballons dans la surface. Il y avait des difficultés strasbourgeoises avec des ballons pas forcément bien dégagés ou mis tout de suite en corner sans Ouais. forcément un danger, un gros danger. Et on n'a pas su appuyer sur ça en première. C'était un peu mieux en deuxième. Donc voilà, un match mi-figue, mi-raisin, comme souvent, mais la victoire au bout qui était quand même capitale, avec en plus celle de Lens obtenue avant. Et donc c'est parfait pour lancer ce mois qui s'annonce quand même comme un mois très important pour donner une vraie couleur à cette saison entre le calendrier en Ligue 1 qui est quand même assez ardu et les barrages de Ligue des Champions. Ouais. Et puis globalement, un truc tout bête, mais là, tu as beaucoup parlé jeu, tout ça, mais c'est une victoire qui fait plaisir, je trouve, tout simplement. Je sais qu'il y a des Ah gens oui, qui oui, m'ont oui. dit, ouais, j'ai pas célébré une victoire comme ça depuis longtemps. Je fais, oh. Bah, c'est vrai que oui, je l'ai pas dit, mais la victoire arrive quand même, enfin, le deuxième but arrive dans une phase où on est à 10. Donc alors que bon, moi personnellement, j'étais en train de me dire que je me satisferais du nul, qui allait de toute façon nous redonner la première place. Ouais, Mais alors le fait d'aller chercher la victoire comme ça dans les 10 dernières minutes, bon, c'est quelque chose qu'on a pas mal fait cette saison. Mm. Donc malgré toutes les difficultés, tous les manques, il y a quand même toujours le cœur de cette équipe qui est présent et donc qui laisse, en fait, qui maintient cet espoir que des jours meilleurs arriveront au niveau du jeu. forcément, ouais. Mathieu, tu veux compléter, j'ai l'impression. T'as des choses à dire, Oui, bah, Mathieu. non, mais complètement d'accord avec ce qu'a dit Daryl en tout point. Et pour le coup, c'est vraiment une des qualités que montre l'équipe cette saison, parce qu'avec toutes les difficultés, l'absence de préparation qui pèse physiquement et ô combien, je pense qu'il suffit de voir l'état des joueurs sur un match d'hier. Tu vois très bien qu'il y a d'abord une disparité entre les uns et les autres, mais d'autres joueurs qui sont vraiment dans le dur, hein, qui piochent énormément, qui peuvent pas faire les mêmes efforts qu'ils pouvaient faire il y a encore 12 mois lors de la deuxième partie de saison de l'an dernier. Malgré tout, l'équipe arrive quand même à s'arracher et à obtenir des résultats parfois de façon très spectaculaire, mais dans des scénarios
qui sont forcément appréciables et que tu es obligé de supporter et de célébrer avec encore plus de force en tant que tu suis supporter, puisque les matchs de Nice et Lyon, par exemple, en première partie de saison, des victoires qui sont arrachées au bout du temps additionnel, le match à Barcelone, sans compter le Tottenham également. Enfin, tout ça, c'est des scénarios Marseille au Trophée des Champions. Il y a eu beaucoup de victoires comme ça, à défaut d'avoir un jeu au même niveau que l'an dernier, niveau de régularité, ou à partir de janvier, ça commençait même dès le mois de décembre, c'est lancé et avec des phases de très haut niveau et des matchs de très haut niveau. Là, tu as une autre panoplie, une équipe qui montre une autre facette de ses qualités, savoir les ressources mentales, la capacité qu'ont certains grands joueurs de l'équipe à pouvoir faire l'action en plus, l'action décisive pour aller chercher un résultat. Tout ça, ça compte aussi et il n'y a pas que, et c'est bien aussi de prouver que tu es capable de gagner des matchs que tu ne maîtrises pas forcément de bout en bout, où tu es aussi bousculé et où tu n'as pas forcément la maîtrise. Ça peut être un peu l'écueil dans lequel tombent des équipes du profil de celle qu'entraîne Luis Enrique. C'est-à-dire, tu as forcément besoin de dominer dans le camp adverse, de presser haut, et si ça marche pas comme ça, bah, si si ton plan ne marche pas, bah, tu te retrouves à être en difficulté et à pas avoir des bons résultats. Là, le PSG montre que c'est pas du tout ce profil d'équipe-là. C'est-à-dire que t'as pas que la capacité à imposer ton jeu, t'as aussi la capacité à aller chercher des résultats, même quand t'es pas en mesure d'imposer ton jeu sur les 90 minutes à l'adversaire. Donc, en ça, c'est forcément très positif et à valoriser. Après, sur le jeu, hier, effectivement, je pense que c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on voit presque depuis le début de saison, mais en particulier depuis la reprise du mois de janvier, avec des bonnes phases, mais beaucoup d'irrégularités. Ouais. Des moments où tu te dis c'est bon, c'est parti, on retrouve l'équipe de l'an dernier, mais ça dure 5-10 minutes et tu repars après sur des phases qui sont beaucoup plus difficiles. Daryl mentionnait le tout début de match. Les 5 premières minutes, elles sont excellentes. Hein. Ouais. C'est un pressing très haut, Strasbourg qui sort pas de ses 20 mètres, les ballons qui sont récupérés immédiatement, quelques bons enchaînements à l'entrée de la surface. Mais ça ne dure pas en fait et le reste de la première mi-temps va être très compliqué. Strasbourg va réussir à sortir plusieurs fois de la pression adverse, notamment via les relais de Panikelli en pivot et aussi via les côtés, donc avec le travail qui est fait soit Moreira à droite ou Chilou à la gauche. C'est comme ça qu'a amené le but, mais il y a eu d'autres situations. Il y a 2 arrêts en angle fermé de Safonov dès la première mi-temps. Il y a évidemment l'action du penalty qui vient là aussi d'une action sur le côté. Donc là, ouais, tu sens que tu perds un peu la maîtrise. Tu es loin de marquer un but parce que voilà, tes offensifs sont pas vraiment dedans. Là, en plus, on avait l'absence de Doué et d'Ambélé qui commençaient sur le banc. Donc, tu te mettais un peu des handicaps dès le début de match. Non pas que Doué et Dembélé soient dans une forme étincelante, mais forcément, en leur absence, c'est que les joueurs qui jouent sont un cran en dessous malgré tout. Mm. La deuxième mi-temps est plus maîtrisée dans le contenu, un peu à l'image de ce qu'on avait fait face à Lille Ouais. il y a 2 semaines. Malgré tout, c'est toujours aussi pauvre en termes de création d'occasion. Il y a juste la frappe enroulée de Désiré Doué à la 55e. Et il y a une autre action qui se termine par une frappe pas cadrée de Hakimi, Ouais. un centre en retrait voilà, Hakimi se rate un peu. Mais c'était mieux dans la maîtrise et Strasbourg a plus de situation comme l'a dit Daryl. Ils ont une frappe entre la 45e et la 82e, je crois. Donc c'était complètement maîtrisé côté PSG, mais tu voyais pas le but venir. Et c'est là où tu le vois le moins venir à 10 contre 11, qui a fini par arriver sur une action de classe du trio Likangin, Zahir Emery et Nuno Mendes. Et il y a un truc qui est assez frappant, je trouve, c'est Daryl en parlait et toi aussi. À la 60e, on monte en régime un peu. Et tu vois Strasbourg qui tire la langue. Je crois que Guillaume Moreau le dit, ouais, ça commence à tirer côté Strasbourg. Un truc ou si c'est pas lui, c'est le commentateur. Et tu te dis, bon, bah c'est bon, on va les tordre, quoi. Et en fait, ça dure 10 minutes. À la 70e, bah en fait, Strasbourg a tenu, tu sais pas trop comment, mais ils ont tenu. Ils font 2-3 changements. Et le momentum un peu du match rebascule un peu en leur faveur, en fait. Ça sort un peu nulle part, mais ça rebascule en leur faveur. Et au final, t'as pas marqué, t'es toujours à un partout à ce moment-là. Arrive ensuite l'expulsion, et là, tu te dis, bon, bah finalement, en fait, on a laissé passer notre chance un peu, quoi. Et t'arrives à arracher la victoire, c'est bien d'arriver à arracher la victoire, mais c'est vrai que on a retrouvé un peu du jeu un peu mou qu'on avait ces derniers temps, qu'on avait su un peu quitter sur le début de match contre Newcastle, tout ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'on manque terriblement de régularité au cours d'un match, quoi. Faut accepter de cette saison, on n'est pas capable de faire
80-90 minutes avec un niveau moyen assez élevé. L'an dernier, on arrivait à maintenir un niveau. Enfin, vous regardez PSG Aston Villa par exemple. Il y a peut-être 5 minutes à jeter en seconde période à la fin ou autour de la 85e quand on mène 2-1, on est un peu fatigué et on arrive quand même à aller marquer le troisième. Là, cette année, des matchs comme ça où tu as 80 très bonnes minutes sur 90-95 de match, t'en auras pas. C'est pas possible. Même PSG Atalanta, qui est peut-être le meilleur match Ligue des Champions cette saison, on a joué au total une mi-temps à fond, et puis la deuxième mi-temps, on était en contrôle, mais il y a un moment, si Atalanta marque, ça peut revenir très vite. Bon, il s'avère, je crois qu'il tire à côté en bonne position, enfin peu importe. Je veux dire, au sein d'un match, on ne peut pas être à un très haut niveau tout le temps quand on y arrivait dans le passé, parce que on n'a pas de préparation, on a beaucoup eu de joueurs blessés qui cherchent le rythme, tout ça. Faut en avoir conscience. Après, le PSG est capable de faire des dégâts sur peu de temps. Le Tottenham, quatrième de Ligue des Champions, s'est fait déboîter en 15 minutes chrono, par exemple. Donc, Et puis le match Leverkusen, 10 minutes avant voilà, la c'est fin de la ça. première mi-temps, et c'était réglé comme ça. Mais malgré tout, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que tu as l'impression d'une grande irrégularité. Et au niveau du classement, au niveau de la moyenne de points, c'est assez impressionnant dans ces conditions, puisque tu es à 2,4 points par match. Mm. Je pense que ça doit être la troisième ou la quatrième meilleure moyenne du PSG si tu prends Peut-être sous un peu QSI. Il y a moins. eu Ah non, t'as eu des années avec Laurent Blanc où vraiment on il y en a qu'une cartonnait. avec Laurent Blanc où tu fais Ouais, c'est pas 2,4 faux, points ouais. par match. Je Non, pense que c'est la dernière. T'as l'année Emery, la première année Tourelle, pareil, où comme tu fais 14 victoires pour commencer ou un truc du genre, t'es forcément loin devant. Mm. Mais tu vois, par exemple, là, je regardais cet après-midi ou ce matin, je sais plus, peu importe. On est 2 points derrière ce qu'on a fait l'année dernière, mais on est 2 points devant ce qu'on a fait l'année encore avant. Donc en gros, on est sur le rythme d'un PSG qui est entre demi-finaliste de Ligue des Champions et vainqueur de Ligue des Champions. Donc peut-être qu'on sera finaliste cette année. Je sais pas. Et puis si tu prends même, parce que là, effectivement, on n'a joué que 20 matchs, mais c'est pas forcément les mêmes 20 matchs que tu Non, avais en joué l'an plus. dernier ou la saison d'avant. Si tu prends les 20 mêmes adversaires qu'on a joués, on est vraiment en ligne avec ce qu'on faisait l'an dernier, puisque il y a des points qu'on a perdus et qu'on n'a pas par rapport à l'an dernier. On a perdu face à Marseille, on a perdu face à Monaco, par exemple, le Ouais. match qu'on avait gagné. Mais typiquement, à Strasbourg, on avait perdu. On avait fait match nul à Auxerre, on avait fait match nul à Nantes, on a gagné. On avait perdu face à Nice à domicile, on a gagné cette année. Enfin, il y a eu aussi des résultats pour contrebalancer. Si tu prends les mêmes adversaires, tu as été vraiment aussi à touche-touche par rapport à l'an dernier, alors que les conditions sont très loin d'être les mêmes. Et Doué et Dembélé ont débuté à un tiers des matchs de championnat, ou à Et peine puis la moitié. attendez, il y a Ouais. aussi un truc qui est important. On a joué 9 matchs à domicile, on a joué 11 matchs à l'extérieur en 20 journées quand même. Faut avoir conscience de ça. Parce que, bon, même si le PSG est pas trop touché par le fait de jouer à l'extérieur, tu es quand même plus en difficulté logiquement à l'extérieur qu'à domicile. On s'est tapé, après chaque match de Ligue des Champions, on a dû faire un déplacement. Donc tu vas en déplacement et en plus tu as la fatigue accumulée. Et d'ailleurs, ça s'est vu, c'est un truc, pas grand monde n'en a parlé, mais le PSG a bouclé là, on bouclait, donc je le compte sur janvier parce que c'était le 1er février, mais c'est la séquence début janvier. On a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était le 8e match depuis la reprise le 4 janvier en fait. Donc on a joué en gros tous les 4 jours depuis le 8 janvier à peu près, hein. Même limite depuis le 4, le match de Ligue 1 contre le PFC. Au bout d'un moment, tu as une fatigue qui est normale, qu'il faut accepter. Ça explique peut-être aussi pourquoi la première mi-temps est aussi compliquée. Peut-être une première mi-temps de mise en route, tout ça. Donc voilà. Est-ce que l'élimination en Coupe de France est une chance? Alors, si Rennes gagne à Marseille mercredi soir, je vous dirais oui, sinon j'aurais peut-être un autre discours. Mais il y a des joueurs dans l'effectif qui vont pas le considérer comme une chance. Pour gérer peut-être certains temps de jeu, c'est peut-être une chance. On verra à la fin, quoi. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une notion de fatigue sur ce match qui arrive à Strasbourg en fin de séquence qui est compliqué. Non, on va pas jouer 8 matchs en février, on va jouer que 7. Donc ça fait pareil, un tous les 4 jours. Mais là, on a de la chance. C'est surtout en fin février où ça s'accélère énormément. Mais bon, c'est un peu trompeur parce qu'on va jouer le 1er et on va jouer le 28 en fait. Donc normalement, si on jouait ce week-end, si on avait joué le samedi et la dernière semaine de février, si on avait joué le dimanche, on aurait eu 5 matchs sur le mois de février. Donc d'un coup, c'est moins impressionnant. Globalement, on a 2 matchs en semaine, alors que d'habitude, sur 4 semaines, comme le mois de février, on en aurait plutôt 3 ou 4. Donc on va jouer un peu moins que d'habitude en février. Mais on a quand même effectivement 7 matchs à gérer sur 28 jours, quoi, tout simplement. Donc voilà. Blaise, mon pauvre, on t'a pas entendu, ça fait 20 minutes de podcast. Sur le match en général ou sur si tu veux attaquer l'analyse collective, sur les difficultés, ce qui t'a plu, on t'écoute.
Non, non, mais c'était intéressant, donc pas de souci. Et ouais, pour parler aussi du match, je trouve que c'est pour ça que c'était intéressant. En fait, tout ce qui a fait le match et peut-être aussi les difficultés de la saison et même ses réussites, parce que on a quand même gagné 2 trophées pour le moment. Mm. Je trouve que en fait la partie usure, elle est vraiment à prendre en compte parce que bah vous l'avez mis en avant avec les aspects comme le fait qu'on s'est toujours déplacé après les déplacements en Ligue des Champions, mais on le voit dans le côté un peu partie du match que tu évoquais parce que à me souvenir, sur les 2 matchs qu'on a fait la semaine dernière, on a aussi eu du mal à analyser le match dans son ensemble et on l'a plutôt découpé. Donc c'est une constante, cette irrégularité. Et en plus de cette irrégularité, en fait, les états de forme, notamment au niveau offensif, ont amené sur ce match-là à faire démarrer Barcola, un titulaire, mais aussi Mayoulou dans l'axe et surtout Mbaye, qui, bien que champion d'Afrique, a eu des prestations chez nous qui bah, allaient de mieux en mieux, mais n'étaient pas forcément convaincantes. Et dans ce match-là, dans la composition d'équipe, on voit que les choix ont été faits au niveau offensif parce qu'on a eu la défense titulaire, le gardien titulaire pour moi, et au milieu de terrain, les meilleures options avec l'absence de Ruiz. Donc, ce match-là, là où il a été vraiment compliqué et je pense qui a ensuite donné confiance à cette équipe de Strasbourg, c'est aussi dans l'incapacité des joueurs offensifs, notamment, à concrétiser les bonnes phases de l'équipe. Parce que, vous l'avez dit, le début de match, il était très fort. Il y a une bascule avec une belle sortie de balle à gauche. Et après, il trouve un joueur, je crois, il trouve déjà Doué dans l'axe qui arrive à créer une transition très rapide. Et à partir de ce moment-là, Strasbourg a réussi un peu plus à contester. Mais dans l'ennui de la prestation parisienne, je pense que je pense qu'on aurait pu mieux concrétiser déjà en première mi-temps les rares temps forts. Et en ça, je trouve que c'est vraiment la constante parce qu'on est assez irrégulier, mais offensivement, peu importe les joueurs alignés, ça reste trop peu pour on va dire concrétiser un peu plus la domination que qu'on peut avoir par moment et malgré le fait qu'on est pas trop loin des standards qu'on avait les saisons précédentes. Ouais, mais tu vois, il y a un truc qui est assez choquant, c'est que on prend le match d'hier soir, il y a 3 attaquants de chaque côté, ou allez, on peut en compter 7 parce que Strasbourg joue 4-2-3-1. Au final, l'individualité offensive qui fait le plus de différence, c'est pas un Parisien, c'est Diego Moreira, c'est un Alsacien, quoi. Ça, bon, est-ce que c'est normal que le PSG n'ait pas la meilleure individualité offensive sur un match de Ligue 1? Je suis pas certain. Franchement, ouais, c'est pas si courant, ça arrive pas si souvent en se disant après le match, ouais, bah, le meilleur joueur offensif, donc bon, globalement en foot, c'est souvent le meilleur joueur tout court, était dans le camp d'en face, en fait. Quand t'es supporter du PSG, tu te dis pas souvent ça, quoi. Là, tu finis le match, tu te dis, ah, Diego Moreira, moi je me suis dit, Diego Moreira, mon grand, pourquoi tu nous as refusé il y a 3 ans ou 2 ans quand tu es parti de Benfica? Parce que je connais ce jeune depuis qu'il nous avait massacré en Youth League au camp des loges il y a 2 ans et demi maintenant, ou 3 ans, je sais plus. Euh, J'adore ce joueur, le moteur qu'il a, la volonté, la polyvalence. Enfin, c'est vraiment un joueur que j'adore. Tu te dis, normalement, tu dois pas te dire qu'un type qui joue à Strasbourg est meilleur que des joueurs qui sont amenés à avoir des rôles en Ligue des Champions ou qui ont déjà des rôles en Ligue des Champions. Bon, c'est comme ça, quoi. Mais je suis d'accord que tu as un petit problème de qualité individuelle devant, quoi. Ah, on me dit, je suis dès qu'il ait choisi la Belgique au lieu du Portugal. Oh, c'est compliqué dans la tête de Diego Moreira aussi, hein. Oh là, c'est pas. J'aime beaucoup le joueur, mais c'était un gamin à 20 ans, 18 ans, fallait le cadrer, hein. C'était très compliqué. Il a beaucoup progressé, il a surtout beaucoup mûri parce que il était d'une immaturité assez folle pour son âge à Benfica. Et puis d'ailleurs, il est parti pas forcément de façon très propre. Oui, Blaise, excuse-moi, tu voulais peut-être compléter ou rebondir sur Non, autre non, chose? non, c'était tout ce que j'avais un petit peu à ajouter déjà pour entamer l'approche du match parce que ça permettait de parler un peu des choix qui ont été plutôt sérieux et respectueux, je pense, de l'adversaire. Ouais.
En parlant des choix, tout ça. Est-ce que on évoque tout de suite le passage sur le banc de touche? Qu'est-ce que vous dites? Ouais, on va les grouper ensemble parce que je pense que les deux sont liés. Comment vous lisez le fait que Doué et Dembélé aient été remplaçants au coup d'envoi? Rotation par rapport à comment dirais-je, à la fatigue? Petite punition par rapport aux copies scandaleuses qui ont été rendues mercredi soir, c'était contre Newcastle. Je veux bien votre avis, Daryl ou Mathieu. Tiens, Daryl, on t'a plus entendu depuis 20 minutes, toi aussi. Très mal timé aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ouais, on me dit méritocratie sur le live, ouais, il y a un peu de ça. Ouais, moi, il y a un peu de ça. Ouais. C'est-à-dire que en ce moment, bah, surtout pour Doué, parce que autant Dembélé, c'est vraiment le match contre Newcastle où il a été très insatisfaisant. Mais avant ça, c'était plutôt correct, voire bien. Ouais, je pense que là, c'est une question de méritocratie et bah, de logique de groupe. La part de Luis Enrique. Évidemment il y a aussi la gestion physique. Ça, c'est indéniable, puisqu'on parle de joueurs qui ont loupé une majeure partie de la saison et dont on voit qu'ils sont pas aujourd'hui forcément aptes à évoluer à leur meilleur niveau. Hein, c'est très clair. Et donc face à une équipe aussi comme Strasbourg, qui t'impose d'être vraiment au top physiquement pour pouvoir lutter et avoir du répondant dans les duels. Il y a du sens à ne pas mettre des joueurs qui sont pas dans les meilleures dispositions physiques. Mais je pense qu'il y a aussi quand même ce côté de méritocratie où là, c'est des joueurs qui n'offrent actuellement en fait pas les mêmes garanties que celles qu'ils pouvaient offrir l'an dernier. Quoi. Mm. Donc, pour Bah, moi, il y a pas eu vraiment de grosses surprises à les voir sur le banc, quoi. ouais, non, je suis d'accord qu'il y a un côté méritocratie, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on nous dit méritocratie, Mayulu était titulaire. Après, c'est pour ça que ça va dans un ensemble. Mayulu, quand vous regardez les matchs, je suis pas sûr que Luis Enrique ait la même vision catastrophique et catastrophée que la plupart d'entre nous, hein. Dans Mais déjà, il y a du mieux, hein. ouais, il y a du mieux. Et puis dans l'investissement défensif, il est là. Dans le fait de pas faire n'importe quoi avec le ballon, il est souvent là. Bon, alors après, évidemment, il y a du déchet parce que c'est pas un joueur de la trempe de Doué ou Dembélé, hein. Mais je pense que Mayulu est pas forcément vu en termes de méritocratie au même niveau que les deux autres, hein. Oui, Blaise. Ouais, non, c'est parce que Mayulu, il représente aussi cette facette de l'équipe qu'on voit un peu plus cette saison, c'est-à-dire qu'on est une équipe qui lutte, pour reprendre les mots du coach, et même dans les très bons résultats et dans les très bons matchs, en fait, ce qu'on aimait aussi de cette équipe, le parc le rendait bien avec les actions défensives saluées, c'est que t'es une équipe bagarreuse malgré tout. Ah oui, totalement. J'avais pas compris que t'avais fini, en fait, excuse-moi. Je pensais que t'allais enchaîner. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est. Donc, Doué a quand même enchaîné son troisième match d'affilée sur le banc de touche au coup d'envoi. Et il rentre, il fait une entrée, je trouve, dans le ton, en fait. Mais on déborde un peu sur la performance individuelle. Mais l'entrée d'Ousmane Dembélé, mais. Ah, Non, mais s'il veut ouais, retourner sur le ouais. banc de touche dimanche prochain, il s'y prend pas autrement, hein. Il a de la chance que l'entrée. Alors, je sais pas ce qui c'est se peut, il était un peu il souffrait un peu malade, ou je sais pas, mais quand tu cours pas avec Luis Enrique en général, Oui, la sanction tombe tout de suite. la sanction est rarement bien loin. Et vraiment, là, ça m'a rappelé les moments du mois d'octobre 2024, si vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, hein, je sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux, ou si ça se peut, il s'est rien passé tout court, hein. Mais si j'apprends dimanche matin que Dembélé est pas dans le groupe ou un truc du genre sur le banc contre l'OM, je suis pas surpris. L'entrée qu'il vient de faire là, c'est pas le genre de choses que Luis Enrique tolère en fait. C'est vraiment, vraiment pas le genre de truc, hein. Quand je vois que sur le deuxième but, là, celui de Nuno Mendes, on est à un moment sur un plan large. Nuno a le temps de remonter tout le terrain et d'aller mettre la tête dans la surface que Dembélé est même pas encore visible sur l'écran. Je parle pas dans la surface, sur l'écran. Là, genre, attends, tu viens de rentrer il y a un quart d'heure, 20 minutes, et t'es déjà même plus en train de courir. Je sais pas si c'est la négociation du nouveau contrat ou autre, mais s'il y a bien un truc qui est pas négociable, c'est les efforts.
Et ça, bon. C'est le genre de truc qui ne plaît pas du tout à l'entraîneur, donc on va voir comment ça va se finir, mais vraiment la personnalité de Dembélé est étrange parce que il rentre à Auxerre pareil, il y avait match nul au moment du match, il te fait gagner, il se rate un peu contre Newcastle ou bref, il y a un truc qui va pas, voilà. Il est sur le banc, mais voilà, ça lui est arrivé plein de fois et il fait cette espèce de caprice. Bon. Non, vraiment, même par Ouais. rapport au groupe qui doit gagner le match pour la lutte pour le titre, je trouve que c'est pas dans l'esprit, c'est pas très respectueux, quoi. Ah, pardon, je croyais que Daryl voulait parler. Ouais, non, mais oui, par rapport à ça, c'est vrai que bon, là, bon, on interprète un petit peu l'état d'esprit de Dembélé sur ce match. Et c'est vrai que moi, je m'inscris aussi dans ta lignée, c'est-à-dire que je pense que autant le match contre Auxerre, c'était pas problématique pour lui de ne pas le débuter parce qu'il y avait la rencontre, la dernière rencontre de Ligue des Champions juste après. Donc voilà, c'est typiquement le genre de match où ça lui posait pas forcément de problème d'être économisé. Et là, la rencontre contre Strasbourg, qui est un match un peu plus, on va dire, un peu plus attirant sur le papier, donc il voulait le débuter et que le fait de ne pas l'avoir démarré l'a mis dans des dispositions mentales pas très adéquates. Mm. Mais bon, ça, on est un peu dans l'hypothèse, quoi. Parce que Non, mais là, totalement. voilà, tu parlais aussi de l'éventualité qu'il soit un petit peu malade ou touché. Bon, ça reste possible aussi, mais c'est vrai que là, c'est un match, une prestation vraiment fantomatique en fait. Enfin, j'ai pas souvenir, et pourtant j'ai eu le temps de revoir le match. J'ai pas souvenir en fait d'action marquante de Dembélé quoi. Sur la rencontre, il y a rien en fait dans y a ce rien. match. Il y a rien, que ce soit avec ou sans ballon. Donc ça c'est quand même surtout en fait le côté sans ballon parce qu'avec ballon ça peut arriver de pas être dans un bon jour, etc. Mais là il y avait vraiment pas d'effort quoi. Donc effectivement c'est un peu inquiétant. Et il faudra voir ce qui se passera lors du match contre Marseille. Je pense qu'il le débutera. Mais bon, c'est Non, mais situation à surveiller, je pense. ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un truc où tu te dis, tiens, c'est bizarre. Il y a un truc qui est. C'est rare de voir Ousmane comme ça refuser de jouer au foot, en fait. Parce que là, t'as vraiment l'impression d'un joueur qui a pas envie d'être là, qui a pas envie de jouer. Dembélé, il a des défauts, évidemment, on les connaît. Mais s'il y a bien un truc qu'il aime, c'est jouer au foot, quoi. Voilà. Bon. On me dit, ne croyez-vous pas que le rouge et Warren qui a bougé latéral droit les perturbait tactiquement? Bon, j'avais pas l'impression que c'était bien différent avant le passage à 10, hein, Non, voilà, exactement. C'était la même chose. Hein. Non, mais tu vois, sur là, on me Il dit a une juste un peu plus attitude, de ballon, mais c'est tout, quoi. ouais, une attitude Mbappesque. Bah, moi, ça m'a vraiment rappelé Kiki Boudin, quand le ballon allait pas du côté où il voulait, que ça lui allait pas et qu'il marchait en grognant. Vous voyez le genre d'attitude là? Bah, ça m'a fait penser à ça. Et c'est pas, c'est pas le meilleur côté de Mbappé, hein, on le sait tous. Donc voilà. Un peu bizarre, on verra. Je l'ai pas du tout vu râler. Non, mais c'est pas. Donc, en fait, Dembélé est un joueur qui, dans son langage corporel, sur le terrain, est très, je vais pas dire heureux, mais épanoui. On voit que c'est un joueur qui aime le foot, en fait, tout simplement. Et hier, on voit pas un joueur qui aime le foot, en fait. Donc voilà. Et oui, on dit juste que c'est une attitude à la Mbappé. On dit pas qu'il fait du Mbappé à rien foutre de la saison, à courir 7 km et demi par match, en disant ah les autres ils foutent rien. Bon, excuse-moi Kylian, mais au bout d'un moment on sait ton père a dit que t'étais pas là pour défendre comme Gora, mais bon, il y en a un qui gagne la Ligue des Champions et l'autre qui la regarde à la télé. Bref, on va revenir sur PSG Strasbourg. Mathieu Blaise, vous voulez rajouter quelque chose sur ce cas Dembélé ou on attend de voir un peu plus les prochains matchs et tout ça? Bon, il n'y en a aucun des deux qui veut en parler, donc on va passer à la suite. Mathieu, sur l'aspect peut-être plus football collectif, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur ce Strasbourg PSG ou pas? D'un point de vue très général, mais c'est un peu dans la lignée de ce qu'on avait vu sur les matchs précédents, c'est-à-dire toujours sur le plan offensif, la difficulté à être incisif quand tu te rapproches du but adverse et ensuite à être efficace quand le peu de fois où tu peux arriver à être incisif. Ça reste le gros point noir. Hein, que c'est un match où on finit à 13 tirs hier et très peu d'occasions vraiment franches. Non. Donc aux expected goals, je pense qu'on est à 1,2, je crois. Ouais, c'est ça, 1,20. Ouais, donc c'est assez bas.
Strasbourg est devant, mais c'est aussi l'effet du penalty. Ils ont encore moins de frappes que nous sur le match d'hier. Mais ouais, je pense que le fait de débuter, alors je vais pas refaire le débat que vous avez fait sur Dembélé. On connaît pas vraiment les raisons qui ont poussé Luis Enrique à le mettre sur le banc dès le début du match, mais c'est vrai que commencer avec Mbaye et Mayulu en numéro 9, ça a été sans doute pas la meilleure façon de créer du danger. Et après, voilà, si Doué et Dembélé peuvent pas encore enchaîner, c'est vrai que c'est deux joueurs qui ont pas mal joué, qui reviennent sur toute blessure. Donc peut-être besoin aussi d'être ménagé ou du moins d'avoir une certaine gestion dans leur temps de jeu. Donc je pense que c'est vraiment le point noir, hein, le côté offensif. On n'arrive pas à prendre de la marge en fait sur les adversaires, même quand on domine, même quand on est dans le camp adverse, même quand on accumule beaucoup de possessions. Et ça te contraint à avoir des matchs toujours sur le fil du rasoir. Sur toute la série de matchs du mois de janvier, il y a que le match face à Lille, il me semble, qui s'est traduit par un score avec plus d'un but d'écart. Tous les autres, c'est des matchs vraiment à touche-touche, hein, soit match nul, soit défaite d'un but, soit victoire d'un but. Donc je pense que ça traduit assez bien la difficulté qu'a le PSG actuellement à faire des différences sur ces temps forts ou tout simplement sur des situations où on a la possession et on est dans le camp adverse. On s'attendrait malgré tout à créer du danger. Donc après, un gardien pour faire des exploits, tu peux être maladroit. Mais là, en termes de volume offensif, on n'est pas là où on devrait être, au niveau auquel on est attendu. Par Plein de exemple, facteurs possibles, hein, mais bon, c'est vrai que c'est le. non, mais t'as raison d'en parler parce que je vais vous donner des chiffres. Le PSG est à 38,51 expected goals en Ligue 1, donc but qu'on aurait dû marquer, et on en a marqué 43. Pour vous donner une idée, Lens en expected goals est à 43,44 mais n'a marqué que 34 buts, parce que ça veut dire qu'il gâche beaucoup d'occasions. Marseille est à 42,43 mais ils ont mis 46 buts. Alors eux, il y a je sais pas combien de pénaux dans le tas, hein. Faut quand même pas l'oublier. Parce que bon, Pablo, il s'est plaint, ils ont tout donné, hein. Mais t'as des équipes comme Monaco qui est 10e, qui est pas une équipe qui est spécialement mise en avant pour son jeu offensif cette saison. En expected goals, ils sont à 36,23, le PSG est à 38,51, ça veut dire qu'ils sont pas très loin en fait. Donc ça te dit que pas mal de choses quand même, des difficultés qu'a le club parisien à créer des occasions, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué d'espérer plus quand tu as aussi peu de création, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant, c'est que tu vois, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on manque d'occasions franches, mais sur le match d'hier, au final, tu manques à la fois de percussion, tu manques de dribble, tu manques un peu de combinaison, tu manques un Surtout peu. tes occasions franches, elles tombent pas du ciel, elles doivent venir d'une percussion, Oui, non, d'une mais combinaison, ouais, voilà. d'un exploit individuel. Enfin, c'est Non, mais tu sûr. vois, tout ce qui aurait pu l'an dernier te créer des occasions, enfin, je dis l'an dernier, ou comment dirais-je, ou l'année précédente, le PSG, depuis l'arrivée de Luis Enrique, a jamais eu trop de mal à créer des occasions, alors qu'on avait beaucoup entendu au début, ouais, on va manquer de créativité, tout ça. Je trouve que tu manquais un peu de tout en fait, un peu de vitesse, un peu de déplacement, un peu de dribble, un petit peu. Luis Enrique hier a beaucoup insisté sur le manque de précision. C'est ça que je voulais vous demander. Ça vous a choqué vous le manque de précision? Pas que sur ce match, honnêtement, quasiment sur toute la série du mois de Ah janvier. ouais. Alors, il y a eu des matchs où on a créé beaucoup plus, Mhm. mais où là, c'est vraiment le manque d'application, de précision, beaucoup d'approximation, c'est ça, Des d'à peu erreurs près, techniques. d'incompréhension. J'ai en tête une passe directement en touche hier sur une action offensive où les deux joueurs se comprennent pas. Le ballon va, je crois que c'est Zaire Emery qui fait Ouais, la passe. c'est ça, Elle c'est va en vrai. touche et c'est parce qu'il se comprend pas avec peut-être Nuno Mendes ou avec Barcola, je sais plus. Et c'est voilà ce type d'action. Alors sur certains matchs, c'est un peu différent. Typiquement le PFC en coupe. Pour moi, c'était un peu suffisant de dire que l'équipe en face était tellement inférieure à ce que tu faisais. Ça allait bien finir par passer. Et puis même Luis Enrique fait des changements sur Pacho et Guevara qui étaient meilleurs offensifs ce soir-là parce que alors qu'il y a que 0-0 si jamais tu fais match nul, tu vas directement au penalty. Je pense qu'il y avait parfois cette idée que ça va finir par passer de toute façon et on est tellement supérieur que ça va le faire. Sur un match comme hier, c'est pas le cas. Tu peux pas dire qu'il y ait de suffisance, même de vendage dans la précision face au but. C'est vraiment dans la capacité à créer des décalages. Mais là, c'est un ensemble de facteurs. Je pense que le physique joue un rôle énorme. Évidemment, les absences de certains joueurs, mais un joueur comme Hakimi, par exemple, qui est clé dans la capacité
à étirer la défense adverse, à menacer la profondeur, à aussi se retrouver face au but sur des actions qui partent du côté opposé. Il est assez loin de son niveau réel. Hein, pourquoi il sort de la CAN et il sort d'une blessure longue durée. Donc bon, c'est qu'un exemple parmi d'autres. On peut faire la liste quasiment de chaque joueur et on comprendra pourquoi sur un match comme hier, on marque sur un rebond. Sinon, c'est Nuno Mendes et le match face à Newcastle, c'est Vitinha. Ouais. T'as pas les buts de tes offensifs. Non, c'est clair que t'as un déficit offensif qui est important. Et puis, regardez, on est début février, et je crois qu'il n'y a pas un joueur offensif qui a mis 10 buts, quoi. Peut-être Gonzalo a dû mettre 10 buts, mais bon, il les a pas mis en Ligue 1, quoi. Donc, bah, c'est compliqué d'avancer quand tu as comme ça des manques, des joueurs très. Ouais, Gonzalo a mis 10 buts. Mais voilà, ton meilleur buteur, c'est Ousmane, il en a mis 8, mais j'avoue que j'ai l'impression que le dernier, c'était il y a un mois déjà, quoi. Alors, c'était pas le cas, hein, je sais, mais voilà, bon. J'avoue. Le dernier de Ramos, ça remonte un petit peu déjà. C'est le match face à Marseille, il me semble. Bah oui, ça doit être le trophée des champions. Bah, il a pas beaucoup joué depuis le pauvre Gonzalo. À Auxerre, il lui a donné 1 heure de liberté et puis il l'a ramené sur le banc de touche et voilà quoi, comme d'habitude. Donc non, ouais, le dernier but de Gonzalo, Gonzalo, il a pu marquer en Ligue des Champions depuis le 1er octobre et en Ligue 1, le dernier, c'était le 13 décembre, donc c'était il y a un mois et demi. Après, Mais forcément, il y a une inquiétude parce que tu te demandes à quel point les joueurs offensifs peuvent retrouver du rythme, de la forme et de l'inspiration. Là, dans les quelques matchs qui arrivent, pour vraiment lancer le sprint de finale pour le championnat, mais aussi vouloir vraiment défendre ton titre, pouvoir vraiment défendre ton titre en Ligue des Champions. Est-ce que c'est vraiment faisable que ces joueurs-là soient capables de retrouver un niveau et une inspiration assez rapidement, parce que tu en as besoin assez rapidement, ou bien est-ce que ça va être au fond un peu comme ça, avec des hauts et des bas d'ici la fin de saison, et à ce moment-là, peut-être que tu gagneras le championnat, mais tu sortiras assez logiquement en Ligue des Champions et pas très loin dans la compétition. Donc c'est un peu l'inquiétude, je pense, qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais. Pas forcément très réjouissant. En fait, t'as un peu l'impression d'une équipe qui n'arrive pas à décoller, quoi, en fait. C'est un peu frustrant. T'as l'impression vers la mi-janvier que ça va mieux dans le jeu, tu crées des occasions et finalement, ça s'écroule un peu sur le Sporting, sur Newcastle. Bon, encore Newcastle, on a créé beaucoup d'occasions. Même si c'était surtout Après, début de match. on a le recul quand même de la saison post-Covid, 2020-2021. Ouais. On n'avait jamais rattrapé l'absence Non. de préparation, hein, au final. Non. Donc, Non, c'est vrai que globalement, on avait joué en serrant les dents un peu toute la saison et puis on avait gagné. Pas le titre, la coupe, j'ai un on a doute. fait demi-Ligue des Champions, on était passé face au Voilà, c'est Bayern. ça. Ouais, c'est On va ça. quand même en demi, quoi. Ouais, je Donc dans pense les que. moments clés, on avait su trouver les ressources pour sortir des prestations meilleures que celles qu'on faisait au quotidien. Ouais. Ah, en Ligue 1, on sortait des prestations vraiment très, très, Ah, très faibles. en Ligue 1, c'était abominable. Ouais, Ah ouais, c'était non, très très c'était faible. horrible. Déjà, notre meilleur joueur en Ligue 1 cette saison-là, c'est Keylor Navas, quoi. Bon, ça te dit un peu à quel point t'étais dans. Voilà. C'était l'effet Pochettino en Ligue des Champions. Ah quand il allumait son barbecue au bord du terrain, les adversaires étaient sous le charme, hein. Mais bon, c'est pas allé jusqu'au bout, visiblement. Sur le match de Strasbourg, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif? Il y a des choses qui vous ont plu, pas plu, ou on passe au perf individuel direct, messieurs? Oui, Blaise. Ah, Non, juste rapidement sur un truc qui m'a plu au niveau défensif. Je trouve que dans les occasions qu'on a pu éviter, on a plutôt bien joué le hors-jeu. Sur le terrain, on les a pris plusieurs fois parce que Strasbourg est une équipe qui a une capacité à vite renverser le jeu par des longs ballons et je trouve que ça a été bien fait et c'est, on va dire, peut-être une des armes défensives qui a le mieux fonctionné quand on a été déplacé et secoué. ouais. mais ça, on le fait bien, franchement. Et là, tu vois que c'est bien réglé et que c'est très bien entraîné. On arrive vraiment régulièrement à mettre les adversaires hors jeu, hein, sur les phases où, notamment, ils renversent le jeu et ils vont chercher sur les côtés. Ils sont souvent sanctionnés à ce niveau-là, ils sont souvent piégés. C'est quelque chose que l'équipe fait vraiment bien à ce niveau-là. Ah, non, je suis d'accord, le hors-jeu, c'est un truc que le PSG gère très très bien. On nous demande. Et moi, j'avais juste une petite remarque, je sais pas si Vas-y. c'était sur la partie offensive. Doué qui rentre à gauche Ouais. et Barcola à droite. Donc, je sais pas si c'était Barcola pour mettre Barcola face à Chilwell, ou bien si c'était pour mettre Doué face à son frère, ou bien pour d'autres raisons. Là, typiquement Barcola sur les sorties de balles du côté Moi, droit je vers l'ai, l'axe.
Ouais, vas-y, Blaise. Ouais, moi, je l'ai entre guillemets interprété parce que je me suis aussi interrogé, peut-être pour essayer de donner à Doué d'autres sensations parce qu'on voit qu'il peut-être il se trouve dans un enclos entre guillemets sur le côté droit où il manque un peu d'inspiration au niveau technique et peut-être pour lui offrir une autre zone du terrain. Mais c'est vrai que je sais pas si ça c'est voué à être quelque chose de constant parce que bah on a on a des joueurs à gauche mais on manque peut-être de d'un mec vraiment à l'aise à droite et c'était le plus à l'aise. Même si Kvara, c'est vrai que ces derniers temps, il est constamment aligné à droite. Il l'était. Ouais. Un autre truc, moi, sur la thèse, déjà au début, au coup d'envoi, il aurait pu mettre Barcola à droite et Mbaye à gauche. Il met Mbaye à droite, qui est un peu plus explosif que Barcola, mais Barcola est plus rapide que Doué. Je pense que c'est par rapport à La Chilwell. différence de vitesse entre Doué et Chilwell. Ouais. Ouais, voilà. Doué va pas, voilà, c'est un joueur moderne, donc il va un minimum vite. Mais je pense il peut pas faire aussi mal à Chilwell que Barcola, qui est vraiment un joueur qui a en plus une très bonne touche de balle en général, donc tout ça. Et je me demande aussi si c'est pas volontaire de faire jouer Désiré Doué face à son frère, en fait. Guéladou est devenu un très bon défenseur de Ligue 1, faut le dire. Moi, je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau, honnêtement, j'ai aucune honte à le dire. Et je me demande s'il ne fait pas exprès de faire jouer Désiré contre Guéla, pour que Désiré, qui en fait un peu trop, soit dans un duel, en fait, concentré, en fait. Qu'il soit vraiment à 100% concentré sur ce qu'il fait, qu'il s'éparpille pas, en fait. On a vu sur les derniers matchs, des fois il essaye d'en faire un peu trop. Et je pense que le mettre un peu dans la difficulté face à quelqu'un qui connaît bien, c'est aussi une façon de lui dire, bah écoute, t'as des repères face à cette personne, parce que t'as joué contre lui, tu le connais par cœur, il te connaît par cœur. Il faut que tu joues avec intelligence, faut pas que tu surjoues. Et je trouve que Doué, Désiré, donc le nôtre, fait un début un peu compliqué, mais après il arrive à très bien gérer la situation face à son frère, même sur la fin de match, il le domine assez clairement. Donc je me demande si c'est pas volontaire de la part de Lucien Riquet dans un rapport de force entre les deux frères Doué de dire à Désiré, bah toi tu vas jouer contre ton frère et tu vas pas faire n'importe quoi parce que j'en ai marre de te voir faire le guignol sur les 4-5 derniers matchs, quoi. Voilà. Pour moi c'est un peu entre les deux, une explication par rapport à Chilwell et aussi une explication par rapport à Désiré pour le reconcentrer sur ce qu'il sait faire de bien et indirectement lui redonner de la confiance parce que jouer contre son frère c'est peut-être finalement pas si dur que ça pour lui. Alors que Guela est vraiment un très très bon joueur, quoi. Donc, alors, peut-être aussi pour trouver plus d'appui pour Nuno Mendes. On voit que Barcola avait du mal à servir d'appui pour Nuno Mendes. Doué a un petit peu mieux réussi. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur ma théorie de la fratrie. On en reparle la semaine prochaine. Non, une question qui était intéressante sur live. Est-ce que vous expliquez... Excusez-moi, j'ai un truc dans les dents, c'est horrible. Est-ce que vous pouvez expliquer sur le premier but de Strasbourg où sont Marquinhos et Pacho? Est-ce que quelqu'un veut expliquer ou... Oui, Daryl. Ah bah ils sont aspirés. Bah déjà Marquinhos il se retrouve. En fait Marquinhos il marque Enciso, je crois, au tout début de l'action. Ouais, il se retrouve excentré à droite. Voilà, et donc après voilà, ça l'envoie finalement à droite. Donc il est plus ou moins compensé par Hakimi. Et Pacho, en fait, au moment de la passe intérieure d'Enciso sur Panicelli, il monte sur Panicelli. Et après, bah, voilà, comme Panicelli reçoit le ballon, enfin il est en retard, et Panicelli a le temps de lancer Chilwell dans la profondeur, et bah, derrière, voilà, le trou est là, et en fait c'est Neves qui est présent pour compenser, mais il n'a pas la vitesse pour suivre Doué qui s'échappe, et voilà, on se retrouve avec un trou Mm. qui aurait dû, où il aurait dû avoir Pacho, qui est en plus le joueur le plus à même de défendre face à des adversaires rapides comme ça, de défendre la profondeur dans ce genre de conditions. Et bon, bah, là, on s'est retrouvé déséquilibré avec pas les bons joueurs aux bons endroits. But. Mathieu, tu veux Oui, compléter? Non, mais c'est exactement ça. C'est comme ça que l'action s'est déroulée et c'est un peu les inconvénients de l'approche assez individuelle défensive de Luis Enrique quand tu as un temps de retard, en fait. Bah, Et quand pour les moi, il y a... compensations sont pas faites à temps. Donc, Eh ben, écoutez, pour une fois, c'est pas Lucien Riquet que je vais... Pour moi, l'erreur, elle est de Pacho. Parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. Marquinhos sort de sa défense centrale et va côté droit. Et donc, Pacho est le seul joueur axial à ce moment-là. Et il y a un moment, il a un choix à faire. Et c'est un truc où Sergio Ramos était brillantissime. C'est soit Pacho reste dans son plan de jeu initial, à savoir, il faut que je chasse Panicelli, ce qu'il fait.
soit Pacho dit bah non, dans ce cas-là, tant pis, je dois tenir l'axe ballon but en fait. Et donc il doit lâcher le marquage pour cette action tant que Marquinhos n'est pas revenu, quitte à devoir affronter. En fait, il doit tenir la zone. Et en sortant sur Panicelli, il ouvre totalement la zone en fait derrière lui, l'immense carré où Gueladoué est tout seul avec Neves. Et c'est là où je dis, bah non, Pacho, à ce moment-là, et on voit que c'est encore un défenseur jeune, il doit avoir l'intelligence de dire, non, à ce moment-là, le plan change. Le plan, il est fait par rapport à une situation où Marquinhos est à ma droite et couvre. À partir du moment où Marquinhos n'est plus là, il n'y a plus de couverture. Et c'est là où Pacho doit dire, non, tant pis sur cette action, et bah, je dois lâcher le marquage, ne pas sortir de ma défense, plutôt que de suivre Panicelli, qui lui, pour le coup, a très bien compris ce qui était en train de se passer, qui a vu les déplacements de ses partenaires, et qui fait exprès de descendre, sans même réattaquer la profondeur tout de suite après. Hein. Parce que bah, il a réussi à faire sortir Pacho de la zone, sachant que Enciso, il me semble que c'est Enciso, avait lui-même déjà réussi à faire sortir Marquinhos. Et c'est là où je trouve que la charnière communique pas en fait sur le coup. Parce que Bah, ils sont à 20 mètres l'un de l'autre, hein, oui, sur oui, non, l'action, donc mais c'est compliqué ils communiquaient de vraiment communiquer là-dessus. ou du regard, tu vois, ou quelque chose. En Ouais. fait, l'un comme l'autre, comment ça, on défend plus en zone depuis longtemps? Bah, bien sûr que si, on défend plus en marquage individuel. Aujourd'hui, c'est tout le temps entre les deux. C'est justement ça le top niveau. C'est à quel moment tu switches de l'un à l'autre. Ou bah, les top sont justement ceux qui passent parfaitement de l'un à l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que Marquinhos et Padjo jouaient chacun leurs prestations individuelles de leur côté. Mais le principe d'une charnière, c'est que tu la formes à deux, en fait. Et qu'il y a un moment, il y a une déconnexion dans la façon de défendre où bah Marquinhos a dû suivre aussi un peu trop ses instincts parce qu'en général, c'est pas trop lui qui suit trop les décrochages de Enciso, tout ça. Et Pacho, lui, a continué de suivre le plan. Et ils n'ont pas été dans l'adaptation. Il y a un moment, le football, c'est un sport dynamique où tu es dans l'adaptation par rapport à ce que te propose l'adversaire. Et là, pour moi, il y a un moment où Pacho est le responsable final parce que c'est lui qui a la responsabilité de tenir l'axe, qui est quand même le point le plus important, bah, c'est l'axe ballon-but. Enfin, globalement, le chemin le plus court pour aller au but, c'est l'axe. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est lui le plus fautif à la fin, mais il y a plein de petites erreurs sur l'action, évidemment. C'est pas juste Pacho qui fait n'importe quoi. Mais On sent pas, Paninkini se retrouve avec 5 mètres pour avancer. Hein. Ça, c'est aussi le risque. Après, effectivement, il faut prioriser, mais tu te retrouves malgré tout à courir vers ton but et à devoir gérer l'urgence si tu laisses Paninkini recevoir et se retourner en étant complètement seul. Le truc, c'est que Pacho, il sort en retard et Panikelli a malgré tout a le temps de contrôler, s'orienter et ensuite de donner un très bon ballon pour Chilwell qui a le temps d'avance d'abord sur Marquinhos et ensuite sur Hakimi qui sait prendre aussi alors qu'il doit assurer la couverture. Donc c'est parce qu'en soi, quand Pacho sort, au moment où il sort, il est quand même couvert, tu peux dire, par Hakimi et Neves dans l'axe. oui, non, c'est sûr. T'as pas de, mais c'est après comme il sort un peu avec un temps de retardement ou pas, ou Panikelli tout simplement est trop loin. Forcément, le Strasbourgeois a la possibilité d'orienter et d'adresser un bon ballon sur le côté. Et ensuite, l'action est très bien menée parce que avec Ah, d'autres équipes en Ligue 1, qui fait y a pas cette but. erreur, Hein. possiblement qu'il manque de qualité technique pour que le centre arrive et que la finition soit là. Mais Et tu c'est vois, les deux et, côtés. et je dis Pacho parce que c'est le joueur le plus axial à ce moment-là. Mais c'est pas normal qu'il soit deux Marquinhos et Hakimi pour gérer le côté droit et qu'aucun des deux arrive à rattraper Chilwell. Hein. Et on parle de Ben Chilwell, hein, les gars. Chelsea l'a envoyé à Strasbourg en mode les pads, c'est là-bas. Vas-y, tu peux y aller, s'il te plaît. On veut pas de toi. Va mourir dans l'Est, là-bas. Quoi. Donc, non, il y a beaucoup de petites erreurs. Mais l'action strasbourgeoise, il faut le reconnaître, est très très bien menée et la conclusion est superbe d'ailleurs. Voilà, pour la responsabilité de la défense centrale et tout ça, c'est un peu c'est compliqué, mais c'est là où on se rend compte que bah, aujourd'hui, les animations défensives, c'est à 3, 4, 5 joueurs qui doivent être coordonnés les uns par rapport aux autres. Le travail de l'entraîneur, c'est leur expliquer des principes de jeu. À 11, Philo, parce que Oui, en Luis 11. Enrique va te remonter encore plus au début et te dire que c'est pas normal que le pressing soit complètement effacé et que tes trois attaquants et deux milieux de terrain soient effacés par la passe de Enciso vers Panikelli. Hmm. Ça, Après, moi,
Moi, je suis sûr que Lucas Chevalier a dit ouais, c'est parce qu'au briefing on était masqué par Beraldo. Mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Mm. Je veux pas accuser toujours le même. Enfin bon. D'ailleurs, petit point, Lucas Chevalier, gros plan après le penalty de Safonov. C'est, Magnifique. Je sais pas si c'était Laurent Lachant ou je sais plus comment il s'appelle l'autre là. ça nous a rappelé les grandeurs de Sirigu il y a 10 ans. Exactement. Alors que Sirigu, il voulait juste manger ses chips sur le banc de touche, il en avait rien à foutre des pénaltys de Kevin Trapp. Eh bon, là, du gros plan sur Chevalier, on n'a pas fini d'en manger, hein, je vous le dis. Blaise, tu veux rajouter quelque chose sur notre débat avec Mathieu, un peu parallèle? Non, je voulais juste ajouter que lui au moins avait la décence de cacher sa bouche avec un cache-cou. Il n'a pas traité de clochard comme un certain qui C'est vrai. On nous dit Zabarni aussi sur le plan, effectivement. Ah bah oui, nos artistes de Ligue 1 Plus savent faire des gros plans à thème, on va dire. Voilà. On dit le plan sur Sirigu, j'en fais encore des cauchemars. Non, mais il y avait ça. Après, on a eu le plan sur Keylor Navas qui avait ses grosses joues là sous sa capuche et tout. Bref. Sirigu, c'était mythique parce que c'était juste après le but qu'on encaisse face à Bordeaux, donc en septembre 2015 où Trapp se trouve complet. Ah, c'était incroyable. C'était un très gros moment de Canal, je pense, à l'époque. Ah, c'était Canal. Peut-être même c'était Stéphane Guy au commentaire à l'époque. Ah oui, je pense que c'est parce que c'était samedi à 17h, donc c'était Stéphanie à tous les coups. Non, c'était pas un samedi 17h. C'était un. Je crois que c'était un vendredi 21h plutôt. Ou un samedi. Ah oui, peut-être, t'as vendredi, raison. vendredi Oui, soir. exactement, c'est avant la Ligue des Champions. Voilà, je crois que c'est un vendredi 21h. Et si je me C'était trompe pas pas. Stéphanie, alors c'était peut-être même pas Canal. Donc, C'était peut-être Bein, ouais. ouais. C'était peut-être Bein. Et je me demande si c'était pas le 11 septembre. Et c'est ça, c'était le 11 septembre 2015. Voilà. Donc, je serais, j'étais même à Nantes pour ce match, sans exactement, parce que bon, bref, c'est pour ça que je connais la date. Mais en tout cas, c'était extraordinaire, la révélation Kevin Trapp aux yeux du monde. Pop, pop, pop. Incroyable. La sortie sur corner, tout ça, c'était le début de 6 mois chevaleresque, on va dire ça comme ça. Retour à notre Strasbourg PSG. Est-ce qu'il y a un dernier truc dont vous voulez parler d'un point de vue collectif sur cette rencontre, parce qu'on a on a parlé de pas mal de choses. On a un peu dévié aussi, tout. On a parlé de Sirigu, c'est génial. de Et on Laurent peut faire la Lachat. transition avec Daryl pour le point gardien. Non, Je pense que c'est juste un de truc. bonne aloi. La qualité du deuxième but du PSG quand même. La fixation de Lee, le centre extraordinaire comme ça en levant la tête de Warren. Parce que Warren, je sais pas combien de minutes il a joué en 2026, mais j'espère pour lui qu'il a dormi à Noël en fait. Il joue tout le temps. Il les a toutes jouées. Je On crois est qu'il d'accord, il est pas sorti une fois. Bah non, pour moi, il est pas sorti une seule fois. Ouais. Franchement, notre petite machine là, increvable quoi. C'est un moteur Opel Corsa 1,2 litre des Il années sort pas 90. mercredi? Mercredi, il sort. Ouais, 87e, je crois. Ah si, Ouais. oui, oui. Ah ouais, il est sorti, ouais, d'accord. Non, non, mais je suis parti voir les stats Transfermarkt parce qu'effectivement, de tête, je l'ai pas vu sur le banc de touche. Je me demande même si le Fontenay PSG, il a pas été là. Ah bah écoutez, c'est pas compliqué. Warren, il a joué tous les matchs du Paris Saint-Germain cette saison. Et là, sur les 9 dernières journées de Ligue 1, il est sorti une seule fois avant la fin. Il est sorti à la 80e quand il y avait déjà 3-0 contre Rennes. Sinon, il a joué que des 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, à 87 minutes contre Newcastle. Voyons qu'il était qui est RTT ce jour-là. 120 minutes Flamengo, enfin des trucs, c'est inhumain ce qu'ils lui font faire. À 89 minutes aussi au Trophée des Champions. Bon, voilà, donc il joue absolument tout le temps. Mais non, vraiment la qualité du but, superbe. La construction, la fixation, l'avant-dernier geste, le dernier geste, très très beau but. Vraiment but d'équipe qui sait faire des choses quand même. Voilà. La glissade, bah écoutez, la glissade fait partie intégrante du but, on va dire. Oui, oui, il a joué absolument tous les matchs du PSG cette saison, Warren Zaïre-Emery. Et des non titulaires, il y en a vraiment pas beaucoup. Là, j'en compte deux. Deux non titulaires, à savoir au mois d'août. Contre Angers, la deuxième journée où il joue la dernière demi-heure. Et Toulouse, troisième journée où il rentre dès la mi-temps à la place de Vitinha. Donc bon, c'est pas comme s'il avait joué. Non, premier match aussi contre l'Atalanta Bergame. Il est remplaçant en Ligue des Champions, 17 septembre. Mais ensuite, il a tout joué. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et comme je dis, avec des gros temps de jeu. Quoi. Bon, écoutez, il tient le coup. Hein. Vitinha joue beaucoup moins que ça aussi. Non, Vitinha, il y a des moments, il est resté intégralement sur le banc de touche.
Donc il a quand même 2-3 matchs complets en moins dans les jambes. On va passer au perf individuel. Le Ruiz revient quand? Ruiz reviendra quand il n'aura plus mal au genou. Donc bon, ça devrait être en théorie pas trop long, mais il en est quand même à 3 matchs d'affilée de ratés. Donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir. Daryl, le point du Tsar, puisque Matvei Safonov a décidé que c'était sa saison. Que peut-on dire désormais sur le Tsar de Krasnodar, quoi? Ah bah ouais, encore un très bon match de sa part. Alors, il y avait peut-être pour certains une interrogation sur l'identité du titulaire dans les cages ce match avant la rencontre. Donc pour moi, c'était assez clair déjà de par le fait qu'il avait été titulaire contre Newcastle alors qu'on ne s'y attendait pas forcément et que même sa main ne semblait pas enfin, il y avait encore des précautions prises au niveau de sa main, etc. Donc il n'était pas encore forcément totalement à 100%, et pourtant il a été titulaire. Et puis les propos de Luis Enrique en conférence de presse d'après-match avaient totalement mis fin au débat pour moi quand il dit que bon, il peut rien dire, mais qu'il faut regarder ses actions. Pour moi, là, il y avait plus le moindre débat. Et s'il en restait un, et ben, il a été éteint, je pense hier, parce que au-delà de son penalty, de son arrêt sur penalty dont on a déjà parlé, vraiment de ses formidables stats dans cet exercice, ça a été une prestation en fait de gardien, une prestation rassurante en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu il y a eu une erreur de relance à un moment période. Là, il lance sur Pacho et il se manque un peu. Bon, fort heureusement, ça ne débouche sur rien côté strasbourgeois. Mais à part ça, c'est un match qu'on attend d'un gardien du PSG. Avec, au niveau du jeu au pied, il n'a pas été brillant, mais il a été correct. Et puis je trouve que même il a été juste quand il fallait jouer, par exemple, rapidement en une touche. Il le faisait, les orientations étaient bonnes, les choix étaient les bons. Et puis aussi au niveau du jeu aérien, j'ai trouvé ses sorties à chaque fois très adéquates, quoi. Il n'y a pas eu une seule sortie un petit peu qui faisait un petit peu flipper, vraiment sur les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, on n'a pas évoqué ça dans le point collectif, mais on a été plutôt performant sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ouais. Il y a juste une tête de Strasbourg qui passe très loin au-dessus, mais sinon on a tout pris, et y compris Safonov qui a jamais hésité à choper le ballon dans ses 6 mètres. Donc non, c'est un match meilleur que celui de reprise contre Newcastle et qui, pour moi, scelle un peu l'identité du numéro 1 aujourd'hui, quoi. On verra contre Marseille, mais effectivement. Évidemment, mais en tout cas, c'est sa place maintenant. Pour moi, c'est la place est la sienne et il faut pas qu'il la perde, quoi. En gros, Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, globalement, s'il continue sur cette lignée. On Pardon? n'a rien compris, Mathieu. Non, j'étais un peu surpris de ta remarque, Philo, en disant on verra face à Marseille. T'envisages pas un changement de gardien face à Marseille? Franchement, j'ai arrêté d'anticiper le luchisme. Par contre, t'as des écouteurs qui ont bougé, Mathieu. Ça sature de fou. Non, mais franchement, enfin, évidemment que j'ai pas envie de revoir Lucas Chevalier quand je vois ce que donne Matvei Safonov, ne serait-ce parce que si la méritocratie existe, comme une personne me dit sur Live, tu peux pas remettre Chevalier, quoi. Enfin, globalement, tu vois les matchs. À Safonov, des mauvais matchs, il en a pratiquement pas fait. Si a vite fait Newcastle où on sent qu'il est un peu fébrile, mais il fait des bons matchs, Matvei, quoi. Ouais, il s'appelle Matvei en mode on est potes, mais quand je jamais parlé évidemment. Tu peux pas difficilement le sortir. Mais la logique Luis Enrique, franchement, je pense que si on doit revoir Chevalier, ce serait peut-être plutôt à Rennes avant le déplacement à Monaco, par exemple, ou un truc du genre. Mais ouais, tu peux pas sortir à cet instant Matvei Safonov du but, je pense. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Enfin, c'est compliqué. Tu fais pas tourner à Rennes. Hein. On est encore dans un moment critique du championnat. C'est pas vraiment propice. On n'a pas assez de marge en fait pour pouvoir donner du temps de jeu et changer les gardiens. Là, je pense que Chevalier,
série vraiment négative de Safonov sur plusieurs matchs de suite, dans le meilleur des cas, tu le revois en avril-mai. Peut-être si on est bien en Ligue des Champions entre les deux matchs des demi-finales, c'est ce qu'on peut se souhaiter, ou bien si on est bien en championnat, la 33e, 34e journée, comme l'an dernier, on avait vu Tenas à Montpellier. Oui, Mais, c'est ça. Puis il faut peut-être donner de la valeur, faut peut-être donner de la confiance à Renato Marine aussi, on sait jamais. Mais on non, la embrasse. question maintenant, Safonov, il a vraiment les choses en main, comme vous l'avez dit, et c'est à lui de gagner sa place, pas pour cette saison, mais aussi pour la saison prochaine. Que là, tu peux te demander potentiellement si Paris ne reviendrait pas sur le marché des gardiens cet été. Safonov, s'il fait une demi-saison convaincante, ça peut balayer les doutes et vraiment prendre ce poste de numéro 1 pour la saison d'après. Quoique, on avait dit Donnarumma, la demi-saison qu'il fait l'an dernier, ça il n'a est pas suffi pour... Il est intouchable, Mathieu. Tu parles. Il te l'a mis dans l'Eurostar, l'autre avec un coup de pied au cul. À la tu dégages. Donc je sais pas vraiment si Safonov, bon, on verra. On verra. S'il n'a pas été installé numéro 1 l'été dernier, est-ce qu'il serait installé pour numéro 1 pour les années suivantes? Mais bon, ça peut arriver. Non, mais après, en fait, ce qui est intéressant dans cette situation, qui est quand même, comme il se rêve, on a perdu 50 millions. J'espère qu'on n'a pas payé des bonus. À 40, ça suffit déjà largement. Mais au moins, tu as une solution un peu crédible dans ton but, quoi. Parce que tu peux pas. Avec le niveau de jeu que Chevalier a montré depuis le début de la saison, tu peux rien espérer à l'échelle européenne. Je pense qu'on est tous d'accord, quoi. Avec Safonov, je vous dis pas que c'est la Viachine, hein, mais bon, il a quand même montré des choses un peu plus sérieuses, on va dire. Ça te permet d'espérer. Tu te présentes pas avec un point faible au coup d'envoi. Tu te présentes peut-être plus avec un point fort comme a pu l'être Donnarumma sur certains matchs où tu te dis, ouais, voilà, le mec est trop fort, quoi. Enfin, je me mets. Martin Odegaard, il sait toujours pas comment l'autre a arrêté sa frappe, hein, je vous le dis honnêtement. Hein. La fameuse frappe de la 7e minute, c'est un arrêt, pour moi c'est le plus grand arrêt de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est un truc inhumain. Safonov ne saura peut-être pas faire ça, mais au moins il saura faire des choses de gardien de but dans un contexte où on lui demande ça. C'est bien de savoir arrêter des pénaltys, mais on n'a pas à tous les matchs des pénaltys en théorie. Donc c'est un plus, il le dit lui-même d'ailleurs, c'est pas ça qui fait la valeur d'un gardien de but. Ce qui fait la valeur d'un gardien de but, c'est d'être constant, c'est d'être bon en tout et tout ça. Mais en tout cas, tu as une solution qui te permet d'être performant un minimum. Est-ce qu'un club a déjà gagné la Ligue des Champions avec un bon gardien mais pas un excellent gardien? Oh bah vous regarderez certains matchs de Victor Valdés avec le Barça. Bon. C'est exactement le nom que j'avais en tête. Récemment, est-ce que vous considérez Ederson comme un grand gardien? Non, voilà. Non, mais pour le coup, il avait fait une la super campagne saison. où City gagne, il fait une grosse campagne et même c'est une bonne saison de manière générale. Ouais. Edouard Mendy qui avait gagné avec Chelsea faisait une saison monumentale. Après, un gardien qui est en feu sur une saison, bon, on va pas dire on en a un peu eu un l'an dernier, ça arrive. Hein. Dudek de Liverpool, bon après lui, il avait le fait qu'il s'avançait de 5 mètres à chaque penalty, ça aide. Mais t'as comme ça des types. Nelson Dida du Milan AC était un gardien très irrégulier, par exemple, capable d'être un monstre comme de prendre des buts pas possibles. Sebastiano Rossi, encore pire. Ils ont pourtant un petit palmarès, quoi, les deux là. Donc même Jérôme Alonso a fait une bonne saison. Ça fait 20 ans qu'il mange dessus. Il serait temps de révéler la fraude. Même ça, c'est autre chose. Le Real qui fait finale avec l'Unin. Le fait, voilà. Yann Sommer, quand je le voyais à Gladbach, j'imaginais jamais que ça serait un gardien qui t'emmène jusqu'en finale de Ligue des Champions. Bon, en finale, ça s'est un peu vu. Mais pareil, avec le Bayern, il était allé jusqu'en quart de finale aussi, Yann Sommer. Voilà. Oh, le Barça, Ter Stegen, je trouve que c'est dur pour Ter Stegen parce qu'à l'époque, ça a été un très 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 fort gardien. Dortmund 97, attention, Stefan Klose, immense gardien Stefan Klose. On parle pas mal de Stefan Klose. Ça fait partie de ces gardiens allemands qui sont maudits en sélection nationale et qui ont été bons qu'à Dortmund, comme Weidenfeller et d'autres comme ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Safonov ou autre ou on avance un peu sur le terrain? Est-ce que le Bayern va loin avec Hans-Jörg Butt c'est surtout Bayer Leverkusen de mémoire qui va C'était le Bayer Leverkusen qui fait finale avec Hans-Jörg Butt. C'est pas sous Van Raal, c'est pas Boot dans les buts du Bayern la saison il me semble. Si, il me semble. Ah non, c'est Neuer. Non, mais en 2000. Non, Neuer, il a encore un chèque. Ouais, non, mais il y a une.
Avec le Bayern, il fait finaliste de la Ligue des Champions en 2010, ouais. Ah non, Hmm. c'est C'est pas ce que j'avais en encore, tête. hein. Ouais, c'est ça, ouais, non, oui, c'est Hank but, le tireur de penalty, là. Le mec qui a mis des buts, ouais, pas mal dans sa carrière. Il en a mis une trentaine quand même pour un gardien de but, c'est pas mal, hein. C'est ouais, c'est même beaucoup 30 buts pour un gardien de but. Il y a des mecs qui jouent dans le champ qui mettent pas de 30 buts dans leur carrière, hein, je peux vous le dire. Et ouais, c'est Ça ça. fait penser à Rogerio Ceni de Sao Paulo Exact. aussi, qui avait fait franc. Et puis vu qu'on vient de jouer Strasbourg, à l'immense José Luis Chilavert, hein. Bon, D'ailleurs, ça. il est arrivé à Strasbourg, il a un peu trop aimé la choucroute, mais ça c'est autre chose. Et c'est vrai que Loris Karius de Liverpool a fait une finale également. Bon, ça s'est pas bien passé. C'était, même si on peut présupposer ou supposer une commotion cérébrale pour ce pauvre Loris Karius, c'est quand même un gardien qui a un peu eu du mal en finale. En défense, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler? Que ce soit Nuno, que ce soit Hakimi, que ce soit Pacho, Marquis? Blaise, oui, on Ouais, moi, t'écoute. je voulais commencer par Nuno, Bah, je parce que t'en je trouve prie. que bah, son match, il est vraiment drôle, j'ai envie de le dire comme ça. En fait, je pense que dans un autre contexte, je pense qu'il a pris du plaisir dans le sens où il a livré une bataille, il s'est fait dribbler plein de fois, mais il a dribblé aussi beaucoup, et surtout, il donne le but de la victoire. Donc, en fait, c'est un match vraiment avec bah, cette facette, deux facettes à séparer, c'est-à-dire que offensivement, il a d'abord été très discret il a vraiment été assez attentif, notamment en première période où il restait bien aligné avec les deux autres, qui étaient Marquinhos et Pacho. Et puis, il faisait des choix plutôt simples, mais à l'image de l'équipe, lui, il y a plusieurs fois et même très souvent, dans le début de match où en fait son contrôle il est un peu vers l'arrière, le ballon il monte, donc tu perds un peu le temps d'avance. Et donc, ça a empêché de fluidifier un peu le jeu parisien. Et puis après, offensivement, il a quand même des choses que peu de joueurs ont. Et sur un appui, sur un changement de direction, évidemment, qu'il a réussi à créer un peu plus de danger au fur et à mesure du match. Et jusqu'à ce but qui vient sur une course de très loin. Mais défensivement, en fait, je l'ai pas du tout aimé. Hmm. Défensivement, je l'ai trouvé assez, ouais, assez ouais, prétentieux, encore une fois, et même, je pense, bon, là, pour le coup, assez limité physiquement, parce que même dans l'engagement, euh, il a été très souvent passé à la course, il était à la limite, alors que c'est possiblement le joueur avec Hakimi le plus rapide pour sauver ce genre de situation. Donc ouais, un match, je pense qu'il a, entre guillemets, pu apprécier une fois que le résultat a été passé parce que il s'est plutôt bien amusé face à un compatriote, même s'il a choisi la Belgique. Mais vraiment pas un bon match défensivement et bien sauvé par ce but parce que pour le coup, il nous a beaucoup causé de situations avec bah, ces distances de marquage trop lointaines et puis toujours parfois cette indécision au moment d'intervenir qui fait qu'il est en retard au moment de tendre le pied. Ah, match pur Nuno, oui. Oui, Mathieu, pardon. Et dans le match de Nuno, il y a aussi dans les percées balles au pied qu'il a faites, donc il y a forcément celle qui réussit à la 95e qui est très spectaculaire. Il y en a quand même deux dans le match où il va s'empaler et perdre le ballon Hmm. assez bas sur le terrain, bah, dont la première donne une occasion de Strasbourg d'ailleurs. Mais, La première. ouais. Non, c'est pas le pénalty. Mais... Bah, le penalty, oui, c'est ça. Il est à moitié dans une Hmm. sortie de balle. Et là, il nous fait sa spéciale, la demi-simulation, où il voit qu'il fait Ouais, n'importe quoi. c'est ça. Ah, et c'est insupportable. Ah, Il pousse trop, ouais, ça passe pas, et après il reste au sol. et il appelle, mais l'arbitre donne jamais faute dans ces cas-là. Et d'ailleurs, il le voit bien. Il a rien de l'arbitre. C'est pas ça qu'il a revu, hein. Voilà quoi. Il y a eu un moment drôle qu'on me rappelle sur live, c'est quand il est sur la touche en train de faire la remise en jeu, qui trouve personne et qui fait oh ouais, j'en bouge les gars là, avec son avec son petit accent franco-portugais qui est incroyable, qui est là en mode bon, je vais pas leur donner la balle non plus quoi. Et c'est Nuno, c'est notre petit bébé avec son accent, sa bonne bouille, ses buts, puis son talent quoi, parce que là on en a pas parlé, mais le centre en retrait, la percée qu'il fait, enfin c'est une course en profondeur et l'intelligence qu'il a de mettre en retrait à Hakimi. On va parler de Hakimi après parce que je pense qu'il faut vraiment en parler. Il est Euh, surpris Hakimi sur l'action d'ailleurs. Il ne s'attend pas ah à ce que ouais. Nuno Mendes le trouve. C'est vrai que c'est un choix qui surprend et mais bon choix.
Ouais, le choix est parfait. Mais c'est vrai que Hakimi comprend. Limite, il s'attend pas à ce que le centre soit aussi bon en retrait pour lui tout seul et tout. Donc, bon. Non, mais Nuno, quand il attaque, c'est quand même quelque chose, quoi. Je vous dis, les touches, on est horrible. C'est un supplice, nos touches. Alors, si vous voulez regarder le championnat des touches, vous regardez la première ligue. Voilà. Et attention, parce que l'Olympique Lyonnais vient de recruter Nartet. Alors peut-être que lui aussi, c'est un roi de la touche longue. Méfiez-vous, on sait pas. Attention au retour de Narté. Attention au retour de Nartet. C'est vrai que nous, on va jouer au Parc des Princes en deuxième partie de saison. On va voir ce que ça va donner. Nicolas Jouvert au PSG. Oh là là, quelle horreur. J'espère qu'on ne se souviendra jamais. Encore Arsenal qui a mis un but sur corner en défonçant le gardien ce week-end. Personne Voilà. n'en parle, Oui. mais abusé. Nous, on en parle tous les lundis pour leur chier dessus. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah, il faudrait qu'on les rejoue quand même. Quoique, je sais pas si j'ai envie de les rejouer cette année. Ouais, attention, hein, attention. Le 7 piece FC, Bon, touche longue et corner, etc. Franchement, c'est Ouais. pas le bon match-up. Hein. Est-ce que tu veux les jouer, mais avec Chevalier présent? Ça peut sûrement. être de montée d'adrénaline. Ça peut être T'as intéressant. envie de voir son pas en avant puis son pas en arrière sur une touche, c'est ça? Oh là là. Non mais j'imagine Nico Jouvert en train de hurler au bord du terrain. Chargez pas le gardien, laissez-le faire la boulette. Laissez-le. Lui, il faut pas le toucher. Non, c'est bon, ben, merci. Non, le Nico Jouvert FC, on va attendre un peu. Bon après, si on doit aller jouer, c'est qu'on va loin en Ligue des Champions, donc pourquoi pas. Mais non. Oui. Ah, vraiment, c'est l'équipe archi pas sexy, coup de pied arrêté FC. Oh là là, quelle horreur, rien que d'y penser. Non, c'est bon, ça, je vais m'en passer. Vous voulez rajouter quelque chose sur Nuno ou on passe à l'autre latéral, l'ami Ashraf, qui pour le coup a un match, je pense, un peu plus compliqué, assez intéressant. Moi, j'attendais beaucoup de le voir revenir avec le PSG. Contre Newcastle, j'avais été un peu déçu. J'attendais de voir s'il y avait une montée en puissance. Et bon, on me dit, Hakimi, t'as 30% de ses capacités physiques. Je sais pas s'il y a du physique, s'il y a de l'appréhension, mais c'est pas le très bon Hakimi qu'on a l'habitude de voir. Hakimi, je trouve qu'il y a une façon assez simple d'évaluer où il en est dans sa confiance, dans son état physique, c'est la frappe de balle. Et autant il y en a il y a eu un tir où il fait une reprise plat du pied, volée, pas trop mal. Autant la frappe là sur le ballon au retrait d'Uno Mendes où il fait n'importe quoi, je la trouve assez inquiétante. Et moi, ce qui me choque, c'est quand il perd à la course contre Ben Chilwell, quoi. Enfin, Ben Chilwell, les gars. Bon, il a quel âge ce bon Ben maintenant? Bon, quoi qu'il est peut-être pas si vieux que ça parce voilà, Il il a est pas 20... si vieux, mais non, il il a a été 29 ans. diminué par les grosses blessures. Ouais, voilà, il s'est fait massacrer par les blessures. Et normalement, Hakimi, Ben Chilwell, il lui met 5 mètres en 5 mètres, quoi. Et là, bah non, c'est ça le pire. Donc non, je suis un peu inquiet pour Hakimi. Je sais pas si le rouge est un mal pour un bien. Est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin d'enchaîner? J'espère qu'il a pas besoin de se soigner, surtout. Mais c'est un peu ce que je crains. Mais en tout cas, offensivement, pas si mal. En fait, il y a de la présence, mais il y a un souci, je trouve qu'il n'y a pas le volume. Hakimi, c'est un joueur qui a un volume de jeu monstrueux. Il y a des rencontres où Hakimi est le joueur du PSG qui touche le plus de ballons. Sur le match d'hier, je pense que. Alors, ok, il joue moins longtemps que les autres, hein, mais même sur les 80 minutes qu'il joue, ou les 75, parce que je crois que c'est à la 75e et qu'il est expulsé à la 79e, j'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup, non? Ou c'est moi? Je sais pas, j'ai l'impression d'un joueur un peu au second plan, Ah qui. oui, c'est ça. Ouais, voilà, on me dit mentalement dans le Normalement, trou. c'est un joueur majeur qui touche beaucoup de ballons, qui est très actif, bah, comme tu l'as dit, qui a beaucoup de volume et qui offensivement représente vraiment, un élément majeur dans cette équipe. Et là, clairement, bah, c'est pas le cas. Et tu l'as dit, il y a la course contre Ben Chilwell. Il y a aussi un moment où il est lancé en profondeur. Et dans ces situations-là, généralement, il arrive à faire la différence. Là, tu sentais que il arriverait pas à mener sa course jusqu'au bout, et donc bah, il a au moins l'idée de s'arrêter et puis de chercher un partenaire en retrait. Mais on sent que physiquement, c'est un joueur qui n'est pas du tout encore à son meilleur niveau et qui en est même assez loin. On me dit sur la live, il doute peut-être, il est triste. Bah oui, ce serait normal d'être triste. Vous vous rendez compte la CAN à domicile au Maroc? Il y a comment il s'appelle
Je sais plus quel joueur de l'équipe de France qui a même été champion du monde, qui a joué la finale de 2022, qui disait que le pire, ça avait été de perdre c'est Giroud, je crois que c'est que perdre la finale de l'Euro 2016, ça avait été le plus dur de sa carrière, l'Euro 2016 à domicile. Donc, non, non, c'est normal qu'il soit triste et dans le doute et qu'il ait du mal à s'en remettre. Non, non, moi, ça me choque pas du tout. Vous vous rendez compte, le Maroc, ça fait 50 ans qu'ils attendent la CAN. Enfin, de la gagner, hein, pas de la jouer, hein, évidemment. Mais au nid de l'héberger. Non, c'est normal. Mais c'est vrai que l'aspect physique m'inquiète un peu. Sur l'accélération, tout ça, ouais. Blaise, Mathieu, sur Hakimi, vous partagez mes doutes ou vous dites, bon, ça va revenir? Oui, Blaise? Ouais, moi, je suis un peu comme toi. Après, oui, évidemment, enfin, je pense que ça va revenir parce que Oui, le c'est temps un va joueur gommer. d'extrême qualité, exactement. Mais pour le coup, je pense, après ça, c'est mon impression et un peu ce qu'on peut voir de la télé, qu'il est pas, il y a quelque chose. Physiquement, il est pas à 100%. Je sais pas si c'est la cheville. Moi, je l'ai vu personnellement et je crois justement, en plus, c'est sur l'occasion qu'il rate sur le centre hors trait. Après, il se touche la cheville et Ouais, grimace. c'est ça, ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à la cheville? Dans ses courses, il a pas l'air très à l'aise et effectivement, il manque de vélocité et de ce qui fait habituellement son style. Donc, il y a le physique. Après, tu l'expliquais, évidemment que là, pour le coup, on le voit même avec ses coéquipiers, il est pas heureux, il est triste. Ça a été, je pense, la déception d'une année qui a été immense pour lui et même peut-être de sa carrière. Donc, il faudra le temps. Donc, peut-être qu'effectivement, les jours là vont lui faire du bien. Luis Enrique, en plus, est souvent adepte de donner des jours comme ça, un petit peu off, et il en a déjà bénéficié. Donc, peut-être qu'il va avoir besoin de temps, mais j'ai aucun doute que bah, il sera parmi ceux qui reviendront assez bien au niveau physique, notamment. Hmm. On nous dit qu'il traîne son spleen. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et comment Baggio s'était remis de son penalty raté en Coupe du Monde? Ah, malheureusement, pas très très bien, hein, Mais après, la carrière de Baggio était compliquée parce que à ce moment-là, il quitte la Juve où il était très bien pour rejoindre l'armada de stars du Milan AC où ça s'est pas très très bien passé. Il a un peu perdu son temps au Milan AC. Après, il est redevenu un immense, immense joueur à Brescia. Il était aussi passé par l'Inter, mais le pic de la carrière de l'immense Roberto Baggio était plutôt un peu avant. Je, je dirais pas que c'est que la Coupe du Monde. Il y a eu un petit déclin aussi, tout ça. La Juve avait de mémoire amorcé un changement de cycle aussi un petit peu où il était moins important. Bon, il n'y a pas que le penalty, mais il l'a dit lui-même, le penalty. Bah, tu fais, enfin, il n'y a pas que lui qui avait raté la séance. Donc on parle de la séance de penalty de la finale de la Coupe du Monde 94 où Roberto Baggio envoie son péno dans les nuages alors qu'il est pas loin d'être au sommet de son art. Bah, il est Ballon d'Or en titre à ce moment-là, où il va l'être juste après. Mais en tout cas, c'est un des deux ou trois meilleurs joueurs évoluant en Europe. Et bon, ça a été compliqué. Après, il a eu beaucoup de blessures aussi, Robbie Baggio, mais immense joueur. Pour les jeunes qui ne se souviennent pas de qui était Roberto Baggio, immense, immense joueur. Très très fin, très élégant, un coup d'œil, une technique. Alors la finale de la Coupe du Monde 94, en revanche, ne la regardez surtout pas. C'est une des pires finales de tous les temps, je crois. Un 0-0 horrible, en plein cagnard, avec des mecs qui n'avancent plus, qui n'en peuvent plus. Donc surtout, ne vous regardez pas ça. J'ai un jour fait cette erreur. Bah, j'ai perdu 2 heures. Et un mulet absolument légendaire, Roberto Baggio, il faut pas l'oublier. Blaise, Mathieu, Daryl, on a fait le tour sur Hakimi. On dit qu'il faut absolument parler de Marquinhos, mais bon, malheureusement, je suis pas sûr qu'il y a grand-chose de nouveau dans le match de Marquinhos. Et puis on va peut-être avancer un petit peu. Un petit peu, est-ce que un petit, bah, on va faire la transition, mais Warren encore une fois, quoi. On en a parlé tout à l'heure, mais la densité de ce jeune, quand Strasbourg te tabasse un peu en première mi-temps, parce que c'est vraiment une équipe de première ligue, Strasbourg, faut le dire. Bah, ouais, lui, il leur dit, les gars, y a pas de problème, hein. Moi, je vais y aller au contact avec vous, vous allez voir, hein. Il y a un moment qui est extraordinaire, c'est quand il récupère le ballon, c'est dans les pieds de Enciso, me semble-t-il, et qui fait cette espèce de roulette, enfin pas de roulette, de râteau, dégagement sur le côté. On me dit sur live, Théo nous dit la qualité des déplacements. Non, mais... Autant il m'a laissé un peu sur ma faim dans les 30 derniers mètres, autant sur vraiment l'aspect bah ton équipe est sous l'eau, il faut te déplacer, il faut faire des compensations, il faut se donner, tout ça. Il est incroyable.
encore une fois, il est incroyable. Et Warren, latéral droit contre l'OM, c'est pas plus mal. Bah, c'est exactement la première action que j'ai eue quand Hakimi est expulsé. C'est bah, on aura Warren à droite contre Marseille. À cet instant, je me demande si c'est pas mieux que d'avoir ce Ashraf là, tout simplement. Donc, l'impression d'avoir recruté un nouveau joueur avec Warren? Non, mais c'est aussi une leçon pour nous, savoir dire qu'un joueur de 18 ans peut avoir des trous quand il est amené à avoir un énorme potentiel. Il peut avoir des trous, des creux. Faut lui laisser du temps, tout simplement, quoi. Donc, non, c'est bien de le voir comme ça. Je sais pas si Daryl, Mathieu ou Blaise veulent rajouter quelque chose. Mais en tout cas, oui, Daryl. Évidemment, je vais aller dans ton sens, hein. C'est très bien. Et aujourd'hui, il a même un côté un peu indispensable, hein, dans cette équipe qui a la peine physiquement. Avoir ce joueur qui est dominant face à tous les adversaires, parce que pour le coup, il y a pas un match cette saison où il y a quelqu'un qui l'a baladé. Et il y a eu des moments où, évidemment, il y a plus de répondants en face. Mais globalement, physiquement, il est dans une forme absolument resplendissante. Et on sent que il est en confiance au niveau technique, dans les choix, etc. Et puis du coffre, parce que la course qu'il fait aussi à la fin de match pour aller délivrer ce superbe centre sur la tête de Nuno, c'est la preuve d'un joueur qui est vraiment infatigable et qui est le moteur un peu de l'équipe en ce moment, quoi. Donc, Ouais. Warren, c'est fantastique de le voir à ce niveau-là. Ouais. Enfin, surtout, la lucidité, il lève bien la tête, il place le ballon, il fait pas n'importe quoi. Non, vraiment, ouais, on dit il est top 3 avec Pacho et Vitinha depuis le début de la saison, c'est aussi simple que ça. Ah ouais, et puis je pense Oui, qu'il est oui, pas oui, il oui, est pas troisième, globalement. hein. Ouais, non, parce que non, la qualité de sa saison, elle est folle, hein. Ah, bon, après, faut qu'il confirme, on arrive dans les heures décisives, hein, mais c'est vrai que comme tu dis, il va être compliqué à sortir du 11 de départ. C'est marrant, c'est que quand il a commencé son intermède, il a commencé un peu à jouer, je sais pas si vous vous rappelez, en octobre, moi, je disais derrière en mode, mais attendez, c'est pas sûr qu'il ressortira du 11 quand tout le monde va revenir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est pas mal à se dire, bah, il va falloir que le mec qui le sort du 11, il soit très 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 bon quand même, hein. Franchement, parce que là, les matchs qu'il envoie, c'est dur de lui demander de pas continuer à jouer, quoi. Et Didier Deschamps est quasiment obligé de l'emmener à la Coupe du Monde. Alors, oui, il y sera, hein. Ça, j'ai Oui, pas c'est plus une de. question, ça. Ah ouais, Ouais, non, ouais. Non, franchement, il y a même pas de question à se poser, c'est clair et net. hmm. S'il y est pas, on est sur un scandale absolu. Surtout qu'avec justement sa capacité à évoluer latéral droit désormais et, 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 euh, et en produisant des prestations de qualité, bon, c'est forcément un atout supérieur qui fait que dans la liste, il y sera sans le moindre doute possible. Hors blessure, évidemment. Il y a peut-être même une Oui, ouverture oui, vraiment pour le poste de titulaire, hein, Ah bah oui, à hein. ouais. droite. Mm. Ah Et ouais. ouais, il peut vraiment viser, c'est le poste bah, peut-être le plus problématique du 11 de départ en ce moment. Donc c'est sûr qu'il a une carte à jouer. Bah, Koundelic, il fait une saison horrible. Et l'autre, non, il y a quand même une vraie concurrence avec Malo Gusto. Gusto. Mais Malo Ouais. Gusto, le problème qu'il a, c'est il est en vert un peu, le pauvre. Il est très souvent blessé, quoi. Donc, je pense que Warren est sûr d'être dans les 23. Enfin, maintenant, ils vont même jusqu'à 26, je sais plus combien ils sont. Euh, de stress parce que déjà, il peut jouer deux postes, même trois postes. Il peut jouer double pivot, il peut jouer milieu à 3, il peut jouer arrière droit. Euh, il y sera, c'est sûr, quoi. Et puis bah il a quand même un CV où il dit ah, attendez les gars, moi j'ai des références en Ligue des Champions, je suis un mec qui compte au PSG champion d'Europe, tout ça, c'est pas n'importe qui quoi. Donc il y sera, c'est sûr. Et Deschamps il valorise ce genre de type qui a de l'expérience, qui est capable de jouer beaucoup, qui se plaint jamais, ça lui plaît, ça lui parle ça. Après, est-ce qu'il peut pas être titulaire arrière droit? Je sais que c'est un débat qu'on a eu, je me souviens il y a quelques semaines hein, ou même 2 mois. Moi plus le temps passe, plus j'y crois honnêtement. Franchement, attention à Guendouzi, bah oui. Après, Guendouzi jouera pas à droite, de mémoire, il est gaucher, hein, Matteo. Donc voilà. Mais Deschamps, les grosses cuisses, il y sera. Excellente analyse, c'est ça qu'on aime. C'est possible que ce soit aussi simple que ça finalement. Vous voulez rajouter quelque chose sur Warren? Ou on passe à un éventuel autre joueur, que ça soit Joao, que ça soit Vitinha ou autre?
on va passer au milieu ou voir. On peut passer direct à l'attaque. Hein. Il faut qu'on parle en fait du Kang. Le Non, Kang a illuminé. Voilà, je sais que Mathieu va bondir Oui. sur le Kang. attends, Mais tout Philippe, de juste suite, avant, on peut pas les j'avais titulaires. juste Du coup, Blaise, excuse-moi. Non, juste avant, j'avais enfin une question parce que je me la posais. João Neves, son interprétation du rôle de relayeur gauche très excentré, c'est subi ou ça a été une volonté peut-être d'utiliser différemment les espaces? Je sais pas parce que moi j'avoue que il a beaucoup compensé pour les autres et ça il le fait bien même quand il est très brillant avec le ballon. Mais j'ai trouvé que enfin son positionnement très excentré, ça avait plus été une conséquence de ce que Strasbourg mettait sur les côtés qu'une volonté de Luis Enrique d'occuper différemment les espaces. Moi, je pense qu'il le fait naturellement parce que rappelle-toi le premier match qu'il fait en Ligue 1 au Havre. Ouais. Il joue à gauche et il va se mettre vraiment sur le côté. D'ailleurs, ça donne une passe décisive puisqu'il fait le centre pour la tête de Dembélé, il me semble. Oui. Et même deux, Euh, parce qu'après, il lance Barcola, mais elle lui a jamais été accordée. mais ouais, je pense qu'il le fait naturellement. Hein. Quand il joue à gauche, il va se mettre comme ça très, très excentré. Je suis pas sûr que ce soit une consigne spécialement de Luis Enrique ou une conséquence avec qui il joue, etc. Je pense qu'il va chercher en fait de l'espace pour s'ouvrir le terrain et pouvoir jouer comme ça avec vers l'intérieur en fait, en pied opposé vers l'intérieur. Mais je pense que le côté droit lui va quand même un peu mieux. Hein. À Ouais. ce niveau-là, il a la possibilité de faire ses appels dans la surface, d'avoir son activité défensive qu'on lui connaît. Après, bon, le match qu'il fait hier, c'est indépendant du fait qu'il joue à droite à gauche. Je pense que voilà, il est au niveau physique dans le comme il est. C'est un fait. Mais si on doit parler dans l'absolu, je pense que le côté droit, il va quand même un peu mieux que le côté gauche où il va comme ça s'écarter et s'ouvrir le terrain. Ça peut avoir son intérêt dans certaines conditions, mais je pense que c'est plus naturel de le voir à droite. Je rejoins Monsieur Marty sur le fait que naturellement à droite, oui, Dro est droitier, mais il joue plutôt à gauche. Autant il y a des joueurs comme Neves ou Zaïre Emery vont être plus à l'aise, bien que droitier, sur leur côté fort. Et au contraire, il y a des joueurs, bien que droitiers, qui vont être plus à l'aise sur le côté opposé parce qu'ils ont une façon de s'enrouler autour du ballon, autour du joueur, de jouer un peu de dos, de trois quarts au moment de la réception de la balle, qui vont plus récupérer le ballon dos au but que face au but, alors que Neves et Warren sont plutôt des joueurs qui jouent dos face au but. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qu'on voit en ce moment, comme une remarque comme sur c'est un milieu à trois droitiers, pardon, ne donne pas beaucoup d'angles de passe. C'est vrai qu'on manque peut-être un peu de certains angles de passe pour désarçonner, pour lancer les attaquants aussi. Donc c'est peut-être un peu les limites de ce milieu à 3, Neves, Vitinha, Zaïre Emery aussi. Même si bon, on a vu. Possiblement, face à Marseille, si on se projette un peu, la possible inclusion du Kang dans le milieu à 3, avec Emery qui prendrait la place de Hakimi suspendu. Ouais. Peut être une option pour varier un peu, mais à ce moment-là, je pense on verrait Kang plutôt axe droit plutôt que Neves. Et donc Neves, je resterai avec la gauche à ce moment-là. Ce qui est dommage parce que je vous rappelle qu'il y a eu une excellente période du Kang début 2024 où il joue relayeur gauche juste avant de partir à la. Sociedad, Real Sociedad. Non, avant la Real Sociedad, encore avant de partir à la Coupe d'Asie, là, où, je sais plus, où les Jeux asiatiques, je sais plus, tu sais, l'année où il avait fait 30 compétitions Ah avec oui, la il a fait Corée. toutes les compétitions, il avait joué plus avec la Corée qu'avec le Et- PSG. Exactement, et bah, contre le Trophée des Champions, ça doit être 3 janvier 2004 au Parc, parce qu'on avait, je sais pas comment on avait réussi à ce tour de force, on avait fait jouer le Trophée des Champions au Parc. Il joue relayeur gauche et il est excellent. C'est lui qui marque le premier but d'ailleurs, passe D de Dembélé. Voilà. Et non, je suis pas d'accord sur l'endurance de Lee. Luis Enrique l'a plusieurs fois dit, c'est un joueur qui est capable d'être endurant, mais faut pas qu'il se blesse. S'il arrive à enchaîner, il sera endurant. Donc voilà, faut laisser le Kang s'exprimer, que ce soit comme ailier droit, et surtout faut qu'il arrête de se blesser tout le temps, le pauvre, parce que on n'en parle pas souvent, mais il a raté depuis qu'il est arrivé, le nombre de matchs qu'il a raté entre la sélection et les blessures, c'est irréel. Hein. Je pense qu'en termes d'absence, il doit être facile en 3 ans à 50 matchs loupés ou quelque chose du genre. Hein. Donc c'est assez terrible. L'entrée de Lee, messieurs,
Bah, tout à l'heure, on parlait de niveau individuel insuffisant des joueurs offensifs. Bah, lui, pour le coup, tu peux pas le louper quoi, quand il rentre. Il fait une belle, bah, il te fait une entrée de joueur offensif du PSG, quoi. Joueur dominant, joueur qui crée des choses. Beaucoup de personnalité sur sa rentrée, hein, parce que dès le premier ballon, déjà, il fait le reversement de jeu vers Doué. Mm. Et ensuite, il va prendre un corner dans les pieds de Doué pour le frapper lui-même et le mettre dans la boîte au lieu de le jouer à deux. J'ai senti que Doué, il était un peu surpris de voir Lee s'imposer avec autant de personnalité, mais c'est vrai que ça a été le cas sur le match. Alors, il y a une ou deux passes où il y a un peu d'incompréhension. Il y a une passe notamment qui finit en sortie de but sur le côté droit. Il se comprend mal avec, je ne sais plus si c'était Dembélé ou avec un autre joueur offensif. Et le ballon est perdu, mais globalement, c'était une grosse entrée avec beaucoup de qualité aussi pour tenir le ballon, y compris dans des situations où tu avais besoin. C'est-à-dire que même 2-1 et tu as besoin de faire tourner un peu le score. Lui, il réussissait à conserver le ballon dans la ligne de touche avec aussi une bonne activité défensive et obtenir soit des fautes, soit des touches. Donc, non, finalement, une entrée très positive. Après, faut pouvoir capitaliser là-dessus et enchaîner. Ça a toujours été un peu le souci de Likandine. Hein. Il a eu des bonnes phases avec le PSG, au moins depuis l'an dernier, depuis son arrivée en général. Mm. Et rarement avec beaucoup de continuité d'un match à l'autre. Bah, c'est ce C'est un qu'a peu dit. son défi. Ouais, c'est un peu son défi actuellement. Ouais, c'est un peu ce que disait Lucien Riquet. Kang, il est arrivé en même temps que nous. Non, Kangin, il l'appelle. Il n'ose pas dire le Kang, parce que c'est Lucien Riquet est un peu trop gentil avec les surnoms. Et il le dit, il est arrivé en même temps que nous et il a été blessé, il a rarement réussi à enchaîner. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu ce rôle de joueur plus protagoniste que ça. Je sais que j'en ai énervé un dans les commentaires. Euh, Parce que bah, il a du mal à enchaîner tout simplement. Il y a eu des moments aussi, il était juste pas assez bon. Là, il a 24, bientôt 25, puisque c'est un 2001. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et puis, je pense que c'est autant l'an dernier, le 11 de départ du PSG était immuable et écrit, autant cette saison, il y a peut-être un peu plus de place. Donc, pour lui, c'est peut-être aussi un peu plus motivant. Après, s'il nous refait le coup de je prends la balle et je pars en touche tout seul, je vais câbler. Hein. Je vous le dis honnêtement, je vais pas supporter. Ce qui nous a fait Anfield, heureusement qu'on a gagné à la fin. Mais vraiment, tu te refais pas ça, s'il te plaît. Blaise, Daryl sur l'entrée de Lee et un peu la suite pour lui. Oui, Blaise, vas-y. On est dans le Ouais, train, là. Là, on est dans le train, là. oui, oui, franchement, son entrée est bonne. Et même globalement, ses entrées cette saison, ont souvent apporté. Le premier match en témoigne, puisque contre Tottenham Ouais, en Super Coupe d'Europe, effectivement, il rentre, il marque déjà. Et il est très bon, notamment bah, dans le même registre qu'il a eu hier, c'est-à-dire bah, une capacité en fait à conserver malgré les grosses pressions qu'il subit. Il est très très costaud sur ses jambes et en plus de ça, bah, il est assez technique. Et en plus de la technique, il a du caractère. Mathieu le disait avec le corner, c'est pas la première fois. Et en plus avec Doué qu'il le fait, qu'il s'impose. Et c'est un joueur, bah, même quand il y a les titulaires et les joueurs les plus référencés à côté de lui, bah, il n'hésite pas à prendre des initiatives quitte à rater. Et puis après, lui, la remarque ou pas, il s'en fiche. Donc non, c'est plutôt positif. Et dans ce groupe-là qui, bah, à l'image de Warren Zaïre Emery, aura peut-être des héros différents. Bah, lui, il illustre bien. Et je pense que les rumeurs, là, parce que le mercato, c'est fini il y a très peu de temps et au PSG, il est toujours assez calme. Bah, lui, il y a eu quand même des bruits, notamment en Espagne. ouais. Et au final, je pense que c'est un joueur qui a envie de jouer et qui a envie de s'imposer. Tu l'as dit, il a 24 ans et voilà, si il nous apporte et qu'il garde ce niveau technique, pourquoi pas de jouer un rôle, mais après, j'ai toujours la limite on va dire, de sa capacité à éliminer vraiment des adversaires pour peut-être s'imposer plus durablement dans cette équipe. Bah, ça va être dur sur un côté de s'imposer, effectivement, parce que la vitesse, il l'aura jamais spécialement, quoi.
Mais après, il y a des joueurs comme ça qui se révèlent un peu sur le tard, qui ont besoin de passer par comment dirais-je, des moments où ils sont loin dans la hiérarchie pour ensuite rebondir. Donc, on va voir, on va voir. Je pense que c'est un joueur qui a une vraie belle carte à jouer sur la deuxième partie de saison. Autant que en termes de comparaison, vous voyez, Beraldo, Hernandez, Ramos, même un peu Mayulu, ils ont laissé passer leur chance au moment où ils pouvaient la saisir. On sait très bien qu'ils vont très peu jouer jusqu'à la fin de saison. Autant le Kang, je mets pas de côté le fait qu'il puisse démarrer des gros matchs. Bah d'ailleurs, il se blesse, il est titulaire en finale de la Coupe intercontinentale et on a vu que Luis Enrique il la prenait pas à la légère la Coupe intercontinentale, hein. Donc non, il s'était pété à. En fait, il se fait bousculer et il retombe mal sur un appui à la cuisse au bout de 20 minutes de jeu à. C'était où? C'était à Doha déjà. Donc grosse blessure, hein, parce qu'il a quand même été absent. Bah là, c'était son deuxième match de mémoire. Il est rentré contre Newcastle ou pas? J'ai un doute. Attendez. Enfin bon, en tout cas, Non, c'était son premier. Ouais, c'est ça. Donc il a raté un mois et demi de compétition quand même, sachant que le mois de décembre c'est 31 jours, enfin janvier 31 jours aussi. Non, il a été absent un bon petit moment. Donc voilà. Il a raté un mois et demi de compétition, quoi. Donc non, c'était une sérieuse blessure musculaire qu'il a eu quand même. Donc maintenant, on attend qu'il confirme et on verra à quel poste il va jouer, mais c'est quand même une très bonne nouvelle ce retour. Est-ce que vous voulez évoquer les deux autres, que ce soit Mbaye, que ce soit Barcola, que ce soit Doué, ou on évoque rapidement le PSGOM de dimanche prochain, ou on évoque rapidement le tirage? Blaise, Dariel, Mathieu, qu'est-ce que vous préférez? Oui, Blaise, vas-y. PSGOM. Ok, moi aussi. Ouais, pareil. Voilà. En vitesse, on va parler tirage après en vitesse aussi. Faut pas qu'on fasse plus de 2 heures aujourd'hui parce que faut pas que je me couche trop tard, mais on va aller vite. PSGOM, qu'est-ce qu'on en pense? Comment ça se passe? Je sais pas qui on va jouer, déjà. Voilà. Ils ont recruté combien de joueurs au final aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un point mercato Ouais, s'il te plaît, je pense que quelqu'un a, mais moi, j'avoue, j'ai lâché là. Ils ont Vous recruté. devez prendre les France Football, tu sais. Aujourd'hui, je pense que personne n'est arrivé. Si, ils ont fait signer 2 mecs aujourd'hui. C'était pas hier? Je sais pas. Non, il y a le. Non, mais c'est extraordinaire, c'est que après Bruges-OM, donc les mecs se font tabasser à Bruges, ils perdent 3-0, et t'as Mehdi Longoria, je vous ai fait un mix. Mehdi Benassia qui dit en zone mixte aux journalistes, ah mais il y a 3 jours, Zulte Waregem, malgré tout ce que, voilà, je veux pas être désobligeant, mais Zulte Waregem, Bruges a gagné d'un but à 5 minutes de la fin, ou un truc du genre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait signer un mec de Zulte Waregem. Mais c'est pas un club incroyable, ça, les gars. Non, mais c'est génial. Par contre, messieurs, là, je suis en train de lire l'effectif de Marseille. Je lis Tokou Nadi, Imad Abdelli, Bilal Nadir, Quentin Timber. Qui sont ces jeunes? Timber, c'est le frère de. C'est le jumeau de Urian. C'est le jumeau du mec qui lance des touches. Tu vois, Mathieu, ou pas? Voilà. Ça te situe à peu près? Non, mais vraiment, c'est. Non, Abdelli, donc t'as pas dû. Il joue à Angers, donc ils ont fait signer lui, ils ont fait signer Abdelli et le mec de Zult là, Nadi. Ouais, oui. C'est ça. Mais c'était aujourd'hui ça? Oui, c'est aujourd'hui qu'il a. La piste est tombée hier soir. Pour moi c'était. Ah oui, ok, c'est ça, c'est pour ça. Ouais, voilà, et il a signé. J'ai lu leur nom hier, mais ok. Voilà. Ah non, parce que ce week-end, ils ont fait très fort. Donc, ils ont joué à Paris. En plus, contre le club qui demande qu'une chose, c'est à donner son popotin, tu vois. Et non. Ils ont dit, non, remonte ton pantalon, on va partager les points, viens. Mais c'est incroyable ce qu'ils nous ont fait. Donc, Geronimo Rulli, 33 ans, qui quand même fait des miracles. Là, les miracles, c'est fini, visiblement. Donc, la semaine qu'ils sont vécus, elle est incroyable. Les 2 jours là, entre Bruges, le psychodrame de Clairefontaine, le Paris FC et tout, mais c'est incroyable ce qu'ils nous ont offert. Honnêtement, en termes de divertissement, de entertainment, il y a le FC Barcelone. Non mais le FC Barcelone, l'entertainment est au sommet, quoi. Les repas de la Porta et tout. Mais juste en dessous, je crois que le duo Pablo Lacoco et Mehdi Benassia est incroyable. Et le fake El Kiramani aussi.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un journaliste de l'équipe, tu lui fais un peu honte au chauve, mon cher, qui s'est fait Avec un nom embobiner russe. avec un surnom russe sur les réseaux, qui s'est fait embobiner par un twitto faussement marocain, qui s'est fait passer pour un néerlandais à moitié, enfin une histoire extraordinaire, et qui a fait croire qu'ils allaient signer un mec de Twente qui visiblement doit signer dans le golf, qui est marocain. Après, c'est possible qu'il soit sur la liste de l'OM, mais bref, une histoire totalement exceptionnelle encore, comme seul l'OM sait nous en offrir. Et donc, bah, on joue contre eux, parce que on n'a pas encore parlé du fait qu'il y a La 5 Rennes jours. avant entre-temps. Non, mais eux, ils jouent Rennes, et puis surtout, il y a 5 jours, ils ont quand même pris un but de la tête. Enfin, ils ont pas pris un but, ils sont éliminés sur un but d'un gardien de la tête, quoi. Et ça, je m'en remets À la toujours pas. 98e. À la 90. Ah, mais c'est incroyable. Et les mecs sont là, ouais, mais c'est pas normal, parce que Benfica, ils ont pu continuer à jouer, alors que nous, on n'était pas en même temps et tout. Mon grand, s'il te plaît. J'en profite, Ah, j'en bien. profite pour dire que Canal avait profité du moment pour filmer et Paga et les dirigeants marseillais, c'est assez succulent. Ah, Donc, c'était incroyable. vous pouvez aller voir ça, c'est magnifique. Ah, mais franchement, ils nous ont régalé. Mais donc, en vrai, je sais même pas quelle équipe attendre sur PSG-OM, parce que bah, ils signent des mecs qui s'en font partir. Matora, Et t'as pas parlé des, ouais, c'est ça, t'as pas parlé des départs. Ouais, Parce que j'ai vu O'Reilly. qu'ils ont, Ouais. Murillo s'est fait virer à coups de pompe. Murillo, le pauvre, il a l'air tout gentil. Et le Roberto De Zerbi qui dit c'est de ta faute si on prend des buts. Le chef, je suis pas sur le terrain. C'est de ta faute, on te dit. Non mais ils sont incroyables. L'hystérie est totale. Et donc Matora, au revoir petit prince. Le mec, on sait pas pourquoi il est venu, il est déjà reparti. En plus, lui, il est arrivé fin août, de mémoire, non? Je sais plus. Ouais, ouais. Ah bah oui, puisqu'il est arrivé fin août, il a joué 3 minutes contre nous en septembre. C'était la réincarnation de Michael Laudrup. Et puis finalement, tu dégages, t'es nul. Non, ils sont un peu déçus qu'ils aient pas réussi à en bazarder un ou deux. Alors, Angel Gomez, bah oui, il est déjà reparti. Wolverhampton, voyons, le pauvre. Ah oui, oui, oui. Bah lui, au moins, on sait que la météo, c'est pas un truc qui compte dans son choix. Hein, parce que quand tu passes de Marseille à Wolverhampton, oh là là. Traoré. Jouer à Lille encore. C'est vrai. Non mais attends, Lille à côté de Wolverhampton, c'est Miami. Hein. Enfin, bon. je peux. À part Birmingham. Avant ça, il était à Manu aussi, donc bon. Bon, bah, c'est bon, il est blindé ce type, on peut y aller. Oui, Bacola. Parce que, en fait, Ouais, Sassuolo, ouais. non mais les gamins qui ont Marseille a gagné la Gambardella là, il y a pas très longtemps. Les deux lessiveuses là, ils ont liquidé l'équipe depuis. Hein. Je crois qu'il n'y a plus un mec dans l'effectif, ils ont tout liquidé déjà. Donc, je ne sais pas qui va jouer. En revanche, mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, c'est que Emerson, qui était un joueur très important pour eux, visiblement est en passe de revenir. Donc, il devrait reprendre sa place à gauche, ce qui veut dire qu'on sera peut-être privé de Medina, Facundo, pas Gabriel, le surfeur. Gabriel est dans notre camp, évidemment, vous doutez bien qu'en tant que ami Neymar, mais là je vais laisser Mathieu en parler, plus spécialiste que moi. Mais donc oui, Medina ne jouera peut-être pas contre nous. Eux derrière, Aguerd n'est pas sûr de jouer parce que visiblement, bah, quand tu joues la CAN, 7 matchs en intégralité avec un début de pubalgie, bizarrement, t'as du mal ensuite. Il y a Pavard qui devrait jouer peut-être. On verra Rudy parce que il a quand même enchaîné beaucoup d'erreurs. Højbjerg sera là pour tacler tout ce qui bouge. On verra si les deux derniers arrivés, là, le Timber, le néerlandais, et comment il s'appelle, Nwaneri, l'anglais, je pense qu'ils seront titulaires. Devant, est-ce que Gouiri sera encore une. Je pense que Gouiri débutera plutôt que Aubameyang. Et ensuite, vous complétez un peu à la roulette, quoi. Bon, est-ce que Roberto De Zerbi sera encore là? C'est pareil, c'est une question parce que dans le genre instable, élément instable, il est pas mal. Et on va vite fait côté parisien, on voit donc Safonov dans les buts. En défense, vous pensez qu'on repart sur Nuno, Pacho, Marquis, Warren, forcément? Oui. Très bien. Au milieu de terrain, Vitinha, forcément, parce que lui aussi, il joue tout. Ah oui, il y aura Greenwood aussi, effectivement, devant ce triste personnage sera là, forcément. Côté Paris, donc Neves, Vitinha, Ruiz, Dro, est-ce que on peut Lee au milieu? Et Ruiz, des nouvelles? Ouais. En théorie, Ruiz, il est censé s'entraîner. Hein. Enfin, Ruiz était quand même à l'entraînement la veille de PSG Newcastle. Moi, j'ai été très surpris qu'il soit forfait pour Strasbourg.
Là, ça fait quand même demain, ça fera 2 semaines qu'il a été blessé à Lisbonne. Donc bon, pour un coup au genou, c'est vrai que ça peut être très douloureux, mais quand même. Il y a peut-être une Euh, gestion à la Neves où Ouais, après il c'est rentre ça. dans l'équipe et On il Où il peut fait, fait. rentrer directement en titulaire après s'être bien remis et ne plus avoir la moindre douleur. on verra. S'il est toujours pas à l'entraînement, quand est-ce que c'est? Attends, ils sont C'est mercredi? mercredi Mercredi ou après. jeudi? Non, c'est jeudi après-midi qu'ils reprennent. C'est carrément jeudi Ouais, après-midi. Il leur a mais, donné mais ils se sont 3 entraînés jours. aujourd'hui. Ils se sont entraînés aujourd'hui ce matin à 11 On heures. met des passages aujourd'hui. Voilà, donc soft. Il leur a donné mardi, mercredi, jeudi matin. Ils reprennent jeudi après-midi à 17 heures. Voilà. Donc en gros, il a donné 3 jours de vacances parce que globalement, ils n'ont pas eu un jour off depuis un mois, quoi. Donc il a donné un gros break. Et ensuite, ils reprennent. J'espère que Ruiz sera de retour parce que ça commence à manquer. Et ensuite, bah, devant, Barcola, Dembélé, Doué, Gvara peut-être. Je serais pas surpris que Gvara soit de retour. Parce que le PSG qui annonce 8 à 10 jours, ça veut dire que c'était quand même Barcola, pas grand. Hmm. Mais Barcola, je pense certain. Il Ouais. démarrera. Ouais. Après, bah sur, on va dire, la méritocratie un petit peu, Doué, son entrée, elle est plutôt positive par rapport aux options. Et effectivement, il y a le petit doute Dembélé, mais je pense que oui, on alignera les trois Français devant. Excusez-moi, je suis sur les photos de l'an dernier là de PSG-OM et là je viens de me rappeler que l'OM avait fait signer Luis Felipe en janvier. Le mec a joué 3 matchs et demi. Mais ils sont géniaux, bordel. Non mais vous rigolez, mais là je clique sur des photos. Rabiot, liquidé. Rongier, liquidé. Il n'y a pas une photo que je peux réutiliser Rowe, d'une. il y avait Rowe, je crois, je sais pas s'il avait joué, Ah bah mais bien sûr. Non C'est ça? mais. Rowe, Bah, l'anglais. Ah, Jonathan Rowe, Ah ouais. oui, ouais. Je pensais que c'était Drôme mais sans le D en fait. Ah, Non mais Je sais qui celui-là. non, non, mais c'est incroyable. D'une année sur l'autre, t'as pas un type qui est encore là, quoi. Ah oui, là, Ramos, c'était Luis Felipe Ramos, c'est ça. Il y a des mecs, je vous jure, je sais pas qui c'est. Enfin, je sais plus qui c'est. Ils ont joué ah non, mais c'est impossible. Ouais, c'est impossible de Bah connaître leur là, effectif. Luis Enrique, Enfin, à moins de les suivre vraiment, quoi. Mais liquidé. Ah mais, oh là, c'est incroyable. Je sais, qu'est-ce qu'ils ah font oui, comme. oui, c'est vrai. Ah oui. Ah non, mais je vous promets, là, j'ai des Tu devais photos. avoir Weah aussi. Tim, bah, il Ah est non, il toujours là, arrive. lui. lui, il est Ouais. encore là, mais je crois. Mais non, il était arrivé déjà. Non, il était pas encore arrivé, Timothée Ah Weah. Non, non, il est mais pas non, encore non, là, non, il il est était pas gros. là. Ouais. Non, il est arrivé cet Ah oui, été. non, mais c'est impossible. Pff, c'est trop compliqué. Ah, Leur mais équipe, là, qui change tous les 6 mois. Bon. en fait, tu peux faire un jeu. Est-ce que tu as joué à l'OM? Et tu cites des mecs au hasard. Et je suis sûr que tu te plantes, hein. Parce que vraiment, il y a des types. Ça n'arrête pas, quoi. C'est incroyable. Bon, il y a Balerdi au milieu qui continue d'enchaîner les boulettes. Mais je sais pas si c'est du blanchiment d'argent ou du blanchiment de joueurs. Mais c'est incroyable. Ça n'arrête pas, les types, quoi. Le Brassier, effectivement. Bon, lui, vu comme il est dangereux, c'est pas plus mal. Mais bon. C'est Quentin Merlin, Quentin Merlich, reparti en Bretagne. Il est arrivé cette. Benasser, Eh oui, je crois que Benasser il était déjà Amin blessé. Harit. Oh là là, Amin Harit. Non mais Benasser, il est où en ce moment? Là, on est dans un d'après-podcast où on se demande au Dynamo Zagreb Bah, en il prêt. est rentré au Milan. Non, Benasser. non, non, Milan a déchargé le mec au Dynamo Zagreb. Ah oui. Ah, il est au Dynamo Ah oui, Zagreb, t'as là? raison. Purée, Ouais, mais c'est. Oh, non, mais voilà. Ah, non, mais je vous dis, c'est non, mais les mecs, on extraordinaire. les perd complètement de vue après. Enfin, Unai, il est à Gérone. Mais Unai, le pauvre, il est à l'infirmerie parce qu'il s'est salement pété pendant la CAN, si je me trompe pas. Ah, c'est vrai mais que là, je vois dans le chat, c'est vrai qu'il y avait Neil Maupay. Oh là là. Neil Maupay vient de Qui a signer à marqué. Séville. À Séville. Et qui a marqué dans son premier match, pardon. Ah ouais? Disons que la Liga, c'est vraiment plus ce que c'était. Non, parce qu'il y a aussi un autre jeu, c'est est-ce que cet attaquant a été pisté par le PFC? Ça, c'est un grand jeu de l'hiver aussi. Parce que ça n'a aucun c'est pareil, ça n'a pas de sens. Vous promenez des grands, des petits, des dribbleurs, des pas dribbleurs, des tout droits, bah, tous ils ont été associés au même club, c'est formidable. Tout Le ça PFC pour. qui vient de faire signer Quagliarella d'ailleurs. C'est un peu osé, mais Eux, on parlait de Roberto Baggio, ça pourrait les intéresser en Joker. Voilà, c'est le genre de club. Non mais Ciro Immobilier en 2026 en Ligue 1, quoi. C'est quoi ce truc?
Faut savoir que Ciro Immobilier, qui est donc un personnage un peu fantasque, on va dire ça comme ça, il a jamais réussi en dehors d'Italie. Il est arrivé dans le Dortmund de club qui était vice-champion d'Europe. Il a réussi à se fâcher avec tout le monde, globalement. Hein. Non mais c'est incroyable. On me demande s'ils ont recruté Yaquinta. Pas mal, très bon joueur. Et c'est vrai qu'au départ, il voulait Dzeko. Il faut savoir que Edin Dzeko, il a joué au Parc des Princes avant le plan Le Prou quand même, en 2008 à peu près, pour vous donner une idée. Edin Dzeko, il a joué contre le PSG de Landreau, Makelele, Camara, tous ces mecs-là, quoi. Donc, et eux, bah, ils veulent le... Ça se peut, Dzeko, il a cru que c'était le PSG, hein. On sait pas. Enfin, bref. Bon, allez, je voudrais remercier les subbers et on va s'arrêter là-dessus, parce que on pourrait passer toute la soirée à discuter des politiques de recrutement en Ligue 1. Merci à Enfin Voilà Quoi, à Ebida 1983, à Juden Foufou 92, à Coach Gamo, à Monsieur Rhin, à Nan Commando et à Xargad qui me dit le tsar pour toujours. Écoutez, le tsar nous a rempli de joie ce week-end. Ah ouais, le tirage, excusez-moi. J'avais zappé le Ah oui. tirage. Honnêtement, les aventures de l'Olympique des Merveilles m'emmènent tellement loin que le tirage contre Monaco, j'avais oublié. En un mot, Mathieu, Daryl, Blaise, Monaco, pas terrible, on fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Je vous écoute. Oui, on fait avec et puis on s'évite un aller-retour à Bakou. Voilà. Ok, un autre avis, Mathieu. Pogback. De quoi? Pogback. Le Pogback. J'avais oublié lui. Le Pogback, extraordinaire. D'accord, Blaise, un avis Non, moi, là-dessus? je pourrais pas faire mieux. Non, moi j'avoue que ça me fait un peu chier que Monaco se réveille légèrement en passant Attends, à c'est un 3. match. Ouais, mais le passage à 3 derrière a été plutôt une bonne chose pour eux. Déjà contre la Juve, ça avait été mieux. Donc voilà. Mais bon, après, Mais est-ce que... c'est- Les après, matchs là, arrivent vite. ouais. Il y a Faut deux parler matchs quand sérieusement, même. le PSG actuel n'a pas une marge énorme. Mais après, Non, je suis d'accord. faut espérer que d'ici 3 semaines, on arrive à retrouver un élan et avoir des états de forme qui soient un peu plus égalisés. Ah non, Mathieu. Donc, En fait, à Monaco, ce qu'il faut faire, faut juste que le chef de la performance, là, le responsable des blessures qui a été nommé par le propriétaire russe, se mêle du sportif. C'est là, c'est une faucheuse. Vous voyez, c'est l'équivalent en blessure de Skel Longoria sur le mercato. Il déglingue tout ce qui passe. Là, bah, ils en ont encore perdu 2 ce week-end. Donc, ils ont beaucoup de matchs avant de nous jouer. Je sais pas avec quelle équipe ils vont arriver, mais je peux vous dire Est-ce que Faes sera de retour? Parce que euh, lui, c'est une bonne nouvelle. je crois que Faes et que Eric Dyer seront possiblement de retour. Oui. Mais ils arrêtent pas d'en perdre. Là, c'est le professeur Strauss, exactement. Mais vraiment, à Monaco, il y a des échos en interne sur la cellule performance. C'est la seule cellule performance qui permet au club de ne pas du tout être performant. C'est incroyable. La liste des blessés de l'AS Monaco, mais je plains les supporters de Monaco. Nous, on s'est plaint des fois, ouais, il y a 5 absents et tout. Mais eux, ils sont là, mais 5 absents, mais c'est rien, on est monté à 12, les gars, nous. C'est rien, 5 absents. Donc, on verra l'infirmerie de Monaco, mais je me méfie un petit peu de cette équipe qui a quand même un peu du cœur malgré tout, parce que ils sont passés par des trucs vraiment pas drôles. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment fini. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de PSG-OM face à des joueurs que nous allons découvrir probablement en même temps que la feuille de match va être publiée. Et on vous dit à très vite. Merci à tous et merci à Sankara, dernier summer du jour. Bisous à tous, bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Bisous, bonne nuit. Oui, et vive l'open source et les transferts de Pablo Longoria, évidemment.